Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fred pour la lecture et l'analyse, la découverte du manuel du général 2022-2023, c'est-à-dire ce qui va vous faire gagner ou perdre à Warhammer Age of Sigmar. Au moment où on tourne cette vidéo, il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas le jour du tournage, c'est-à-dire le 16 juin, FWS fête ses 5 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit bisou au niveau des commentaires, ça fera toujours plaisir. Ensuite, beaucoup de choses à voir aujourd'hui. La saison 1 2022-2023 de ce manuel du général, divisée en plusieurs parties. Déjà, quand vous l'ouvrez, vous avez, comme pour justement l'ancienne édition, plein de petits intercalaires qui sont très pratiques pour justement directement tomber sur la bonne page. Le fait aussi qu'on a un petit arceau ici qui vous permet, quand vous faites votre déploiement ou quoi, de tout simplement pouvoir le caler sur le côté. Je trouve qu'en termes d'ergonomie, c'est super bien fait. Ensuite, derrière, vous allez avoir un petit fascicule dans lequel vous avez tous les changements de coups en point. Pour le coup, c'est une surprise. Sur Warhammer 40 000, tout ça est sorti maintenant du Chapter Approve pour gagner donc en réactivité et surtout aussi pour être gratuit. Là, on en avait entendu parler depuis pas mal de temps de ce manuel général puisqu'on était dans le royaume de Gur. Là, ça va être justement les lignes. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce vent nouveau? Comme t'as dit, c'est une nouvelle vraiment manière, je pense, d'aborder le jeu et la méta. Alors c'est quand même assez récent, on n'a pas forcément le recul pour voir tous les impacts des changements que ça va amener. Mais effectivement, c'est un énorme changement. C'est un énorme changement qui tient quand même en 2 pages, parce que exit ce qu'on va appeler la saison 0, vu que celle-là c'est la saison 1. Parce que voilà, terminer les transformations en monstres, terminer le fait de brûler l'objectif quand on joue en deuxième au 3e tour, terminer tout ce qu'on avait un peu l'habitude d'avoir, avec la possibilité pour les monstres d'avoir leur tableau maximum, terminer les points supplémentaires que les monstres vous nous donnez. Et par contre, arriver de certaines règles ou de nouveaux bataillons. Alors, terminer Hunter of the Heartland aussi, c'était mon petit bataillon chouchou. Bataillon qui permettait d'être immunisé notamment justement aux actions monstrueuses. Ouais, et là, par contre, on voit arriver 2 bataillons qui sont quand même extrêmement impactants dans le jeu. Des nouveaux scénarios, quelques petits changements, parfois un peu cosmétiques, parfois un peu amusants sur certains de les spells. Mine de rien, des petits changements en points. Alors, sur tous les Battle Tomes, on va dire non V3 et les Stormcast où il y avait quelques petites modifications, mais celles qui étaient déjà sorties. Par contre, effectivement, beaucoup de choses à digérer, entre guillemets, sur peu de nouvelles informations, parce que je pense que ça bouleverse quand même profondément la méta, et c'est toujours assez intéressant quand même si j'aimais beaucoup la méta actuelle, peut-être que j'aimerais moins celle qui va arriver demain, de se replonger dans ces Battle Tomes et de se dire, voilà, ces unités, je les jouais pas forcément parce qu'elles étaient pas méta. Alors, au hasard, elles vont compter pour 3 sur les objectifs. Par exemple, les petites unités d'infanterie que j'avais pas beaucoup l'habitude de jouer, ou alors un effectif maximum, ça m'intéressait pas, mais là, je me dis que je peux avoir beaucoup de présence sur les objets, ou alors des unités qui vont aller taper très fort, justement ça. Il y a, au final, peu de changements, mais ils sont extrêmement impactants. Par rapport à cette vidéo, elle va être divisée en différents points. La première, comme tu l'as dit, c'est de découvrir aussi les nouvelles règles du royaume de Gur, en fait, puisque là, c'est la reprise de ce royaume par les lignes, l'infanterie, indirectement. Ensuite, on s'attaquera à ce qui va faire gagner ou perdre les parties, avec les tactiques de bataille et les grandes stratégies. Ensuite, très rapido, on passera justement sur les nouveaux scénarios, puisqu'ils ont quand même vachement changé, ils sont plus complexes à lire, mais ils ont l'air beaucoup plus fun. Et on terminera justement par un petit point méta, en regardant justement les changements de coups en point, faction par faction. On commence donc cette review par découvrir les premières pages avec le pack de bataille 2022-2023, saison 1, la limitation en points. Pas de nouveauté, 2 formats proposés, le 1000, le 2000, avec des restrictions qui sont propres à chacun de ces formats, mais qui partagent la même taille de table en 44 par 60. Pas de nouveauté de ce côté-là, on va tout de suite passer à ce qui va vraiment bouleverser Warhammer Age of Sigmar, avec les règles de royaume, région de guerre, gaillet, maître de terre fracturé, les unités amies de lignes de bataille ayant une caractéristique de blessure, c'est-à-dire point de vie de 4 ou moins et qui n'ont pas de monture, gagnent le mot-clé vétéran de galet. Rest in peace, tout ce qui va être Blood Knight, Morsar, ce genre de choses. Mais en fait, ce mot-clé va être extrêmement impactant quand on va voir derrière les règles de contrôle d'objectifs. Je fais un tout petit spoiler sur les scénarios, mais il y a 12 nouveaux scénarios, dont 6 où cette règle va être extrêmement impactante aussi. Donc on voit que l'accent a été énormément mis sur les lignes, et c'est pour ça que tu disais aussi l'infanterie, parce que quand vous avez des montures, vous ne bénéficiez pas de vétérans de galet. Bon, le nom me fait marrer, j'ai appelé ça les cailloux. Il y a eu un petit débat hors caméra d'environ 3 minutes pour savoir si on disait gaillet ou galet. Ouais, il a gagné. Je pense qu'on dit galet, et c'est très moche. C'est Galatian en anglais. Donc tout tourne autour de ce mot-clé-là, donc on rappelle, ligne, et on va dire infanterie, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'avoir des montures, mais ça va aller du troll, parce que 4 points de vie, pas de Kernous Hunter, parce que eux ils en ont toujours 5, et avec toute l'infanterie, le zombie, la witch elf, les Rhynis maintenant, le garde des cryptes, le thrall, et toutes les règles qui vont découler de cette nouvelle saison sont basées sur ce mot-clé-là, qui est extrêmement impactant, et que vous gagnez automatiquement, et ça aussi c'est très important, c'est pas un choix en fait, c'est pas mes unités vont devenir vétérans de galet, c'est si vous êtes une ligne
d'infanterie de 4 points de vue ou moins, vous avez automatiquement ce mot-clé. Yes. Déjà, la première règle, ça va être le baptême du feu. Au début de chaque round de bataille, après que les joueurs ont déterminé qui a le premier tour, le joueur qui a le second tour peut choisir un objectif sur le champ de bataille qui sera dit en baptême du feu jusqu'à la fin de ce round de bataille. On ne peut pas choisir ainsi le même objectif plus d'une fois par bataille, donc c'est assez sympa, ça va vraiment évoluer au sein de la table, et un seul objectif à la fois peut être un lieu de baptême de feu. Seules les figurines des unités ayant le mot-clé vétéran de Gaillet peuvent contester un objectif ayant un lieu de baptême du feu. Bah, mine de rien, c'est quand même très fort parce que ça renforce encore la perte, entre guillemets, d'initiative. Ou alors ça renforce le choix d'avoir la priorité. Donc on rappelle, avoir la priorité à AOS, c'est gagner le jet d'initiative, ça veut pas dire que vous êtes obligé de la prendre. Donc je pense que de plus en plus souvent maintenant, on va décider de laisser l'autre jouer d'abord pour s'assurer de manière quasi automatique le contrôle d'un objectif. Pourquoi je dis ça? Il y a quand même 2 trucs à prendre en compte. La première chose, c'est que c'est terminé, parce que c'était une règle qui appartenait à la saison de Gur, c'est terminé de brûler un objectif si vous jouez en deuxième au tour 3. Après, on verra qu'il y a quand même un peu moins d'objectifs physiques sur la table sur la plupart des nouveaux scénarios. Et ensuite, c'est terminé les tactiques et les grandes stratégies qu'on marquait sans trop réfléchir. Maintenant, il va falloir se creuser la tête. Elles sont beaucoup plus dures à marquer. Donc récupérer de manière quasiment sûre le contrôle d'un objectif qu'on va choisir en général chez nous avec nos unités de vétérans à côté, là où l'adversaire n'en a pas forcément, ça va nous assurer le contrôle d'un objet et au moins un certain nombre de points de primaire. Donc cette règle est quand même extrêmement impactante aussi et je pense va aussi beaucoup jouer sur la manière dont on analysait nos parties où quand même assez souvent, la majorité du temps, quand on gagne l'initiative, enfin quand on gagne la priorité, on choisit d'être le premier joueur dans le tour, peut-être que ça va un peu rééquilibrer les choses parce qu'en plus on verra, il y a d'autres scénarios qui amène encore des choses supplémentaires pour celui qui joue en deuxième. Ça commence à faire beaucoup et je pense que ça va être assez intéressant de laisser l'autre jouer. Et donc quand on laisse l'autre jouer, on a aussi adapté son armée et donc on a en général suffisamment de piétailles sur la table qui sont en plus du coup vétérans de galet pour encaisser ce que lui peut nous donner. Donc c'est ça aussi un des gros changements je pense qui va être induit dans le méta. Ce qui est hallucinant, c'est le nombre de fois où les joueurs laissaient l'initiative au T3, sauf sur des match-ups type Idonet ou ce genre de choses, pour justement brûler un objectif. Là tu te dis dès tour 1, bah, tu vois l'objectif de gauche. T'as mis un monstre, ou en tout cas une unité qui n'est pas vétéran de galet, et ben ton objectif tu ne le prends pas. Je pense qu'il y a quand même moyen de mindfuck énormément son adversaire, et ça apporte une stratégie en plus, c'est quand même super intéressant. La deuxième règle, ça va être la fraternité de combat. Quand une figurine d'une unité vétéran de gaillet effectue une attaque avec une arme de mêlée, vous pouvez cibler une unité ennemie à un demi-pouce d'une autre figurine de cette unité de vétéran de gaillet, au lieu d'utiliser sa caractéristique de portée, de range au niveau de l'attaque, tant que l'attaquant est elle-même à un demi-pouce d'unité. En gros, ça paraît compliqué dit comme ça, c'est très simple, vous avez une unité qui est vétéran, vous avez un bonhomme, juste derrière, même s'il est sur un socle de 40, je pense au glouton par exemple, les Maul Tribes, et tout simplement, même s'il a une range de 1, fini, mais mais je suis sur un socle de 25, moi je peux taper sur 2 rangs. Non, à partir du moment où vous assistez à un copain qui lui est à 0,5 d'une figurine et que vous êtes à 0,5 de lui, vous allez pouvoir taper. C'est une très bonne règle. Pour moi, elle aurait dû être Day One de Age of Sigmar. Ouais, effectivement, c'est une très bonne règle. Ça me fait marrer parce que les Thrall ont enfin reçu leur range 2 qui les a condamnés depuis la V1. Et juste après, il y a ça qui sort et qui annule quelque part la range 2. Par contre, il y a des unités qui s'en moquent complètement. C'est-à-dire, typiquement, les unités, par exemple, d'infanterie d'Author of Kane qui sont sur des socles de 25, ça change absolument rien. Voilà, t'en rajouteras peut-être une qui est un peu sur le côté, mais ça change pratiquement rien. Par contre, t'as toute l'infanterie qui est sur socle de 40 et qui a range 1, ça change tout. Pour, par exemple, les Bestigors, c'est-à-dire de l'infanterie qui a une range de 1 mais qui est sur socle de 32, ça change tout aussi. Parce que tu vas littéralement mettre 2 fois plus de pain à la tête de l'adversaire. Et on va voir derrière, quand on va voir les bataillons spéciaux, que tu vas commencer à mettre des pains vraiment très très énervés. C'est du pain complet. Hein. Ah ouais, là c'est du pain complet. Là, pour le coup, je vais même pas relever parce que c'est mauvais, mais c'est vrai. En plus, en l'occurrence, ça va taper très très fort. Donc, on se dirige quand même vers, encore une fois, cette règle favorise la horde. Voilà. Et on verra que la horde a des facilités de contrôle, mais il y a aussi une règle pour contrebalancer le fait que les hordes ont l'air extrêmement fortes, qui leur fait très mal. Ça reprend un peu ce qu'avait été, encore une fois, Chasseurs des Terres Sauvages, donc Hunter of the Heartland, qui était un des bataillons emblématiques de la saison 0. Les monstres étaient à leur apothéose, et t'avais quand même un bataillon très fort qui les embêtait beaucoup. Là, t'as un bataillon très fort qui va un peu, même beaucoup casser les hordes, parce que tout ce qu'on voit pour l'instant donne quand même envie de jouer des unités relativement pléthoriques qui n'auront même plus le problème de la range, en fait, pour aller taper. Et ça, c'est quand même vraiment très bien. Yes, ensuite, on va passer à un nouveau sort qui est la magie de royaume. Tous les sorciers connaissent le sort suivant. Historiquement, on le rappelle, ça permettait à un sorcier de transformer en monstre et donc ainsi de compter pour 5 figurines. Tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, on va avoir le regard de Gur, qui va avoir une valeur de lancement de 7 et une portée de 12 pouces. En cas de réussite, choisissez une unité ennemie et à portée visible du lanceur. Quand vous déterminez le nombre de figurines d'une unité ennemie quand elle conteste un objectif, l'adversaire doit diviser le résultat par 2, arrondi à l'inférieur en plus. Bon, c'est très fort.
Alors, ça se lance à 7, c'est pas si facile que ça, alors que le sort d'avant, on va se lancer à 4, typiquement, et la portée est de 12 pouces. Alors, encore une fois, on rappelle qu'il y a l'Umbral Spell Portal, il n'a pas changé, c'est le même qu'avant, donc tu peux quand même le lancer assez loin, mais enfin, c'est un sort de contrôle et de choix qui est très bon. Et encore une fois, on reste quand même dans un jeu de stratégie, et c'est bien que les règles nous induisent à faire un certain nombre de choix, que pas juste, par exemple, la violence de notre liste fait qu'on a gagné automatiquement. Et au début, quand on voit, notamment les bataillons qui vont arriver derrière, on se dit, ok, on va aligner 180 fois la même fille, et puis on va gagner instant. Et en fait, non, parce que les tactiques sont plus dures, les stratégies sont plus dures, et encore une fois, tu as ce genre de choix. Et mine de rien, on va voir que poser simplement un gros pack sur un objectif en disant mathématiquement l'adversaire ne peut pas me le reprendre, ce sort fait que si. Parce que diviser par 2, ça fait quand même très très mal à ton contrôle et à ton tanking. Combiné avec encore une fois le surcroît de létalité qu'on verra juste derrière, ça équilibre je pense bien le tout et ça va rendre la méta beaucoup plus subtile et intéressante que la toute première lecture où on se dit ouah, ça va être World of Horde et ça va pas être intéressant. Je pense que si. On a vu les règles, on a vu le sort, on va maintenant parler justement de la nouvelle aptitude de commandement qui est le décret du royaume assaut irrésistible. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la fin de votre phase de charge. L'unité qui reçoit l'ordre doit être une unité de vétérans de guerrier d'au moins 10 figurines. On va choisir une unité ennemie 1 pouce ou moins, donc qui a réussi une charge et ayant une caractéristique de blessure de 4 ou moins, et jeter un dé. Si le résultat est supérieur au nombre de figurines de cette unité, alors on lui appliquera frappe en dernier jusqu'à la prochaine phase de combat. Je l'ai lu 3 fois pour me demander ce que j'avais pas compris. En fait, c'est juste complètement nul parce que, en fait, il y a 2 choses qui la rendent très mauvaise. C'est la restriction de points de vie, parce qu'on aurait pu se dire, ok, c'est la reconquête de l'infanterie sur les monstres, donc en gros, je vais prendre mes 30 gars, je vais charger ton géant, je vais faire 2 plus sur mon dé, il va taper en dernier, Mais en fait, tu es limité à des figurines, des unités qui ont 4 points de vie. Donc typiquement, en général, de l'infanterie, voire de l'infanterie monstrueuse. Et après, il faut prendre un dé et battre le nombre de figurines. Donc déjà, sur toutes les lignes d'en face d'infanterie un peu pléthorique, ça ne sert à rien. Ça va marcher sur 3 trolls, ça va marcher... je n'ai plus d'unité d'infanterie, parce que je voulais dire Kernus Hunter ou Raogre, mais maintenant ils ont plus de 5 points de vie. Donc il y a très très peu d'unités qui sont éligibles avec de l'intérêt pour ça. C'est quand même le décret de royaume, mais c'est une aptitude de commandement. Donc dépenser un point de commandement pour faire ça, celle-là, je la trouve vraiment mauvaise. Donc si la trad c'est bien ça, je vois pas l'intérêt de cette aptitude. Yes. Ensuite, tu nous as beaucoup parlé, on va voir justement les nouveaux bataillons, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est Conquérant Expert, vous allez avoir minimum 2 choix de troupes et vous allez pouvoir monter jusqu'à 3. En troupe, on entend une unité qui n'est ni leader, ni artillerie, ni BN-mot, et ça va tout simplement lui débloquer force de dominatrice. Dans ce détachement, on va donc pouvoir mettre toutes les unités que je viens de lister, mais le bonus ne sera appliqué qu'aux vétérans de guerrier, puisque chaque figurine de ce bataillon compte pour 3 concernant la capture des objectifs. Bon, c'est un gros changement, ça c'est quand même un gros changement. Alors ce qu'il faut bien voir sur ces bataillons-là, c'est qu'ils sont limités à un exemplaire dans votre armée. Contrairement aux bataillons génériques, vous pouvez avoir plusieurs warlords, vous pouvez avoir plusieurs battle régiments. Là, c'est vraiment limité à 1, comme l'était Hunter of the Heartland ou Alpha Bispack. Donc vous aurez maximum 3 unités de ligne, donc on rappelle de ligne infanterie, donc sans monture de 4 points de vie ou de moins. Vous pouvez mettre d'autres unités dans le bataillon, mais elles bénéficieront pas de la règle. Seuls les vétérans de galets en bénéficient, mais ils comptent pour 3. Enfin, c'est extrêmement fort en termes de contrôle de table. Faut juste s'imaginer qu'un truc tout bête, 5 Kinerai vont compter pour 15 sur les objectifs. Je veux pas m'avancer, mais 10 Thrall vont compter pour 30. Voilà, ou 20 zombies vont compter pour 60, par exemple. Ou 60 zombies vont compter pour 180. Voilà, donc ça, c'est quand même vraiment très fort. Sachant qu'encore une fois, les secondaires et les tertiaires, donc les grandes stratégies et les tactiques de bataille, sont quand même un peu plus compliquées à marquer qu'avant, et je fais un euphémisme en disant un peu plus. Donc le contrôle des objectifs primaires va redevenir important. On a quand même déjà vu qu'il y a une règle en fonction de si on joue en premier ou en deuxième qui va quand même nous garantir le contrôle au moins d'un objectif. Et ben ça, c'est quand même vraiment très fort. Donc le vrai choix, on en parlera juste après, de comment tu polarises ton armée quand on aura vu le bataillon qui est juste derrière. Mais cette règle, elle avait été un peu leak, entre guillemets, avant, et quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est un fake, c'est pas possible. C'est trop fort. On va reprendre par exemple les Annihilator Marteau, qui était une des figurines emblématiques de la nouvelle boîte Dominion, qui avant, faisait quand même assez mal quand ils arrivaient, mais avait un problème de reprise de contrôle des objectifs. Parce qu'il y avait un monstre qui coûtait pour 5, ça n'a pas changé, c'est toujours le cas. Mais eux, ils étaient que 3. Mais maintenant, ils sont 9. Et encore une fois, je disais 15 Kinerai ou ce genre de choses. Ça change complètement la vision des unités, ça change complètement la vision de la prise de table. Et quand vous verrez en plus combiné au scénario, où il y en a certains, il n'y a vraiment pas beaucoup d'objectifs, ça va vraiment être extrêmement important. Et donc vous allez devoir choisir de les mettre dans ce bataillon-là, ou dans le suivant, qui est un peu le pendant, on va dire, offensif. Yes, offensif, ça va être le bataillon chasseur de primes, les chasseurs de tête. Encore une fois,
même restriction, c'est-à-dire vous allez pouvoir mettre dedans minimum 2 unités, 3 max. C'est des troupes qui ne doivent ni être des leaders, ni de l'artillerie, ni des behemoths. Par contre, derrière, aucune restriction pour bénéficier du bonus que je vais lire. Si la cible d'une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine de ce bataillon est un vétéran de guerre, c'est-à-dire que si on tape sur un vétéran, alors ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de cette arme. Bon bah c'est monstrueux, et je pense que c'est vraiment nécessaire pour éviter juste d'avoir des non-parties où tu mets toutes tes figurines dans le bataillon qu'on a vu au-dessus, tu comptes pour 250 000 sur les objectifs et t'attends que la partie se termine. Tu décides de jouer 400 figues, je vais te ventiler. Voilà, parce que là, il faut quand même imaginer que tu n'as pas besoin d'être vétéran de galet pour être dans ce bataillon-là. Donc les dragons Stormcast peuvent y aller, les Morsars peuvent y aller, les Blood Knights peuvent y aller, les Gorguntas peuvent y aller. Et quand tu commences à leur rajouter 1 en dégâts pour taper en général sur de la horde, c'est-à-dire pas forcément les figurines qui tankent le mieux de tout le jeu, évidemment il y a des exceptions, mais en général la horde populeuse, nombreuse, ça n'a pas une très grosse save ou ça n'a pas une très grosse protection, donc ça ventile bien, le plus un dégât est monstrueux. Voilà, clairement. Les armées qui peuvent y échapper, notamment les Séraphons cristallisés, qui ont un moins 1 dégât natif, ou alors les Daughter of Cain avec la prière du cœur de fer qui réduit les dégâts de 1, ont quand même un gros avantage parce que quelque part elles vont pas subir ce bataillon-là. Par contre, il est quand même vraiment très fort et je pense qu'il était extrêmement nécessaire pour que ce soit pas juste je pose plus de figues que toi et j'ai gagné. Donc, ces 2 bataillons m'ont l'air ultra structurants et je pense que tu as quand même pas mal envie de diviser ton armée entre une partie, on va dire, de prise de table avec tes lignes qui vont compter beaucoup et t'assurer le contrôle des objectifs et d'autres unités, vraiment pour le coup de chasseurs, voilà, qui sont là pour aller taper. Et c'est bien parce que ça va un peu sortir, je pense, du Battle Régiment, c'est-à-dire le bataillon One Drop qu'on voyait quand même énormément parce que il t'apportait de la polarité de choix du premier tour. Aujourd'hui, je pense que jouer un Battle Régiment contre ce genre de liste-là fait que tes unités, elles ont beau être dans ton Battle Régiment, ceux qui sont vétérans de galet le sont. Donc si l'adversaire il est en chasseur, il va te les pulvériser. Et si lui, il a des unités de défense qui comptent pour toi et pas toi, tu verras jamais les objets. Donc je pense que ces 2 bataillons sont extrêmement structurants et maintenant il faut voir comment vous articulez votre armée entre l'enclume et le marteau, ceux qui sont là pour prendre les objets et ceux qui sont là pour aller taper en face. On sort des règles pour maintenant parler de stratégie. On va commencer par les grandes stratégies. On le rappelle, la grande stratégie, c'est une fois que vous avez choisi votre armée et que vous faites votre liste, vous devez choisir et donc elle est figée à votre liste. Sous-entendu, si jamais vous partez sur une ligue avec des potes ou en tournoi, vous allez devoir choisir la grande stratégie pour l'ensemble de l'événement. Ici, elles ont bien changé. La première, ça va être pas de place pour les faibles. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie s'il n'y a pas d'unité de ligne de l'armée de départ de votre adversaire sur le champ de bataille. En fait, on va voir que tout ce qui était extrêmement facile à faire avant, donc c'était quasiment 3 points automatiques, en conservant une ligne, ou en conservant un monstre, ou en conservant un sorcier, et où en fait on réfléchissait pas, on se disait, de toute manière, j'ai quoi de plus dans mon armée? Je joue Luminette, tout le monde est sorcier, je prends Price Sorcery, je joue Soft Behemoth, j'ai que des monstres, Beastmaster, j'ai plein de lignes, et voilà, je vais prendre ça. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus dur, et notamment celle-là. Faut quand même imaginer qu'avec ce qu'on a vu juste avant, vétérans de galet, les 2 bataillons dont on va parler, ce genre de choses, va quand même y avoir, je pense, beaucoup plus de lignes en face. Et donc, va falloir table raser une bonne grosse partie de l'armée de votre adversaire pour réussir à faire ça. Sachant qu'on verra qu'il y a en plus des scénarios qui permettent des ralliements plus simples sur les lignes ou ce genre de choses. C'est la première qu'on voit et les autres sont dans cette attaquabilité, elles sont quand même assez globalement compliquées. Il faut voir que, vu tout ce qu'on a vu avant, il y a quand même des chances qu'il y ait de plus en plus de lignes et de plus en plus de présence sur la table. Et donc, ça va vous demander de table raser, en tout cas, une grosse partie de l'armée de votre adversaire. Ce qui paraît quand même pas très simple, même si les lignes vont être vétérans de galet et vos unités de chasseurs vont avoir plus de facilité à aller les gérer. Il faudra quand même aller toutes les chercher sans exception et pas 3 petits nurglings qui se baladent ou ce genre de choses. Donc apprendre avec parcimonie, celle-là, elle n'est pas évidente. Yes, la deuxième va être dompter la terre. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie si vous contrôlez tous les objectifs du champ de bataille entièrement en dehors de votre territoire. Je pense qu'elle a un peu un côté boule de neige, c'est-à-dire si tu es en manière de la marquer, c'est que tu as quasiment gagné, je pense. Donc les 3 points en plus vont juste te servir à gagner encore plus, plutôt qu'à peut-être arracher une égalité, etc. Donc si tu es un joueur confiant, on va dire, dans ton skill et dans la force de ta liste, tu peux aller la chercher parce que si tu es parti pour gagner, elle t'aidera à gagner encore plus. Ensuite, la troisième, c'est défendre ce qui nous appartient. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie s'il n'y a aucune unité ennemie entièrement dans votre territoire. Celle-là, pourquoi pas? Alors, il y a des scénarios où le territoire, c'est la moitié de la table. Par contre, il y a des scénarios encore où on a des petits territoires et sur des armées de tir ou des bunkers un peu défensifs ou ce genre de choses, on peut se dire
Si à la fin de la partie, il y a par exemple qu'une ou deux unités de mon adversaire, et ben plutôt que de jouer le contrôle du primaire ou du secondaire sur le dernier tour, je vais détruire ces petites unités qui sont chez moi pour m'assurer mes 3 points. Pourquoi pas? Petite précision, il faut bien que l'unité adverse soit entièrement. C'est pour ça que c'est très difficile, mais on préférera souvent jouer deuxième d'ailleurs sur le 5e tour. Ensuite, on va avoir prendre ce qu'ils ont. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie s'il y a plus d'unités amies que d'unités ennemies entièrement sur les territoires de votre adversaire cette fois-ci. Bah celle-là, en fonction de l'armée que vous jouez et de la multiplicité des unités que vous pouvez avoir, ça vaut peut-être le coup. Mais après, c'est très match-up dépendant. C'est-à-dire, typiquement, tu joues contre du Sons of Behemoth, tu vas la marquer à chaque fois. Il y a 4 unités, à moins qu'il te fasse vraiment très mal, tu finiras toujours par en avoir. Si vous jouez, vous, des unités assez pléthoriques, comme peuvent le faire les Big Wag, des Oruguar Clans ou ce genre de choses, tu peux monter à 18, 19 unités, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher. Si tu as 7, 8 unités dans ta liste, c'est peut-être un peu compliqué d'aller prendre ce genre de choses, quoi. Yes, peut-être une plus facile, c'est démonstration de force. Quand la bataille se termine, vous accomplissez cette grande stratégie s'il y a au moins 3 unités vétérans de guerriers d'autres armées de départ sur le champ de bataille. Ouais, alors si tu en joues beaucoup, je pense que c'est plus facile. Après, comme on a vu, les vétérans de galets, ils ont tendance à se faire quand même bien déglinguer si l'adversaire joue des chasseurs. Donc en maintenir 3, ça va peut-être pas être si évident que ça. Tu joues ça 2 aurait unités été de facile. funérailles. Bah tu vas les jouer défensive et puis t'en choisiras une 3e. Ouais, c'est possible. Dans ce cas, tu vas jouer 3 unités de kinérailles, comme ça au moins t'es sûr. Mais elles doivent arriver au T3, donc après il faut les planquer. Non, effectivement, c'est peut-être une des moins complexes par rapport à celle qu'on a vue jusqu'à présent. Mais comme je pense que ça va quand même se bastonner fort, parce qu'on va voir, il y a beaucoup de scénarios où les objectifs sont au milieu de la table et où je pense que ça va quand même aller se cogner. Elle n'est pas si facile que ça. Je pense que c'est un faux ami, ça là. Ensuite, on a preuve de dominance. Quand la bataille se termine, vous accomplirez cette grande stratégie s'il y a une unité de vétérans de guerriers sur chaque quart de table du champ de bataille. Il n'est pas précisé entièrement. Ouais, alors. C'est peut-être celle-là où tu te mets au centre de bataille et tu prends ton socle, tu fais... Tu peux imaginer que donc tu vois ma tête comme ça si jamais tu es au centre du champ de bataille et tu fais c'est bon, je touche tous les coins. Effectivement, c'est une manière de voir les choses. En fait, soit ils ont oublié le mot entièrement, et en fait, tu te dis, bah, pour réussir, il faut 4 unités, donc c'est infiniment plus dur que celle qui est juste au-dessus, donc ça doit pas être ça. Et dans ce cas-là, ça va être le roi de la colline, quoi. C'est-à-dire que tu vas clairement emmener ton unité de vétéran au milieu de la table en t'espaçant un peu pour prendre les 4 quarts de table, on va dire, vers le centre. Si tu as une unité capable d'aller encaisser toute la haine de ton adversaire, de ses chasseurs de primes, de ce genre de choses pendant 5 tours, parce qu'il faut être là encore à la fin de la partie, pourquoi pas la tenter? Donc on vient de faire le tour des grandes stratégies, on voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué que celle d'avant, où typiquement en fait on créait sa liste et on se disait bah, j'ai plus de sorciers, par exemple je joue Luminette, tout le monde est sorcier chez moi, je vais prendre Price Sorcery, je joue Sons of Behemoth, je vais prendre Beastmaster, parce qu'à moins qu'on me tablera, je vais forcément la marquer. Là va falloir beaucoup plus réfléchir. Alors est-ce que ces 3 points sont suffisamment importants pour construire ta liste dans l'optique d'aller marquer ta grande stratégie? Pas forcément à première lecture, mais comme les tactiques vont être aussi plus compliquées et que le scoring primaire de certains scénarios est plus compliqué aussi, tu dis que mine de rien, ces 3 points, tu seras peut-être quand même content d'aller les chercher. Voilà, peut-être que tu vas changer un peu ta liste en fonction de ça. Il n'y en a aucune qui ont l'air auto-include. Il n'y en a aucune où tu te dis, celle-là, si j'ai vraiment une liste qui est construite pour, je suis pratiquement sûr de la marquer. Ça va quand même aussi dépendre de la partie, de tes choix et ceux de l'adversaire, c'est bien. Petite doléance par rapport à ça. Là où avant, on va dire, les grandes stratégies génériques étaient tellement faciles ou tellement fortes que tout le monde pouvait se dire, si dans mon Battle Tome il n'y en a pas ou qu'elles sont mauvaises, c'est pas grave, je vais en prendre une générique. Aujourd'hui, si tu as dans ton Battle Tome une grande stratégie facile ou quasiment automatique, je pense notamment aux Firestealer qui en ont une, qui sont sûrs de faire, ça va être un petit avantage. C'est pas dépasser 1m50. C'est presque ça. C'est presque ça, c'est presque ça. Voilà, ça va peut-être créer un petit nivellement dans les Battle Tomes avec ceux qui ont des grandes stratégies faciles à faire avec leur gameplay et leur ADN d'armée vont avoir peut-être plus de facilité que ceux qui n'ont pas forcément leur Battle Tome V3 ou en ont que des impossibles à faire et qui vont devoir aller chercher là-dedans. C'est peut-être la seule petite doléance. Mais encore une fois, je trouve que ça complexifie le jeu en rendant plus compliqué le fait d'aller marquer des points et c'est quand même une bonne chose. On conclut donc sur les grandes stratégies. Alors, il faut savoir que c'est dépendant des scénarios par rapport au nombre de points que ça ramène, mais en général, ou en tout cas sur l'intégralité des scénarios de ce livre, c'est toujours 3 points. On va ensuite passer aux tactiques de bataille, ce que vulgairement nous on appelle les objectifs dits secondaire. Au début de votre phase de héros, vous devez choisir une tactique de bataille de la liste ci-dessous. Vous devez alors la révéler à votre adversaire. Et si la tactique de bataille que vous choisissez vous demande d'annoncer quelque chose, par exemple une unité spécifique, vous devez aussi la dire à votre adversaire. C'est bien en tout cas que ça soit écrit comme ça. Vous allez alors avoir jusqu'à la fin de votre tour pour pouvoir justement la mener à bien. Et encore une fois, dépendamment des scénarios, c'est un score particulier. Et en général, c'est 2 points. La première, c'est prendre de l'élan. Choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille si l'unité ennemie est détruite à ce tour. Et, c'est rigolo, parce qu'avant c'était péter une ligne, là maintenant c'est ça, plus si vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire à la fin de ce tour. Donc on est passé de hyper facile à faire à
il faut quand même que j'ai un bon primaire pour réussir mon secondaire. Et elles sont un peu toutes comme ça. Terminer les je cours avec 3 unités, ou n'importe qui pouvait le faire, hein, quand tu as 3 unités dans ton armée, ce qui était le cas de tout le monde, là va quand même falloir réfléchir à chaque fois. Celle-là est quand même pas si simple. Elle favorise peut-être un petit peu le tour 1, parce que logiquement, au tour 1, tu devrais avoir plus d'objectifs que ton adversaire, dépendamment des scénarios, vu que normalement tu contrôles avant. On rappelle encore une fois quand même que le capping des objectifs au tour 1 se fait pour les 2 joueurs simultanément. Donc même si c'est toi qui commences, si par exemple vous avez des objectifs de chaque côté, l'adversaire va capper aussi les siens à sa phase de mouvement. Mais quand tu as des objectifs centraux, tu vas bouger d'abord, tu vas les prendre, tu peux détruire une ligne. Mais au T1, ça se fait. Après, tu as intérêt à être devant. Encore une fois, c'est un peu une tactique boule de neige. Yes. Ensuite, on va passer à œil pour œil. Attention, je spécule une erreur de trad ou quoi, parce qu'en fait, ça s'appelle œil pour œil. On pourrait dire, si tu me fais ça, moi tu vas me faire quoi? Ça. Bah non, ça. Mais j'ai pas envie de te taper. C'est gentil. Là, vous accomplirez cette tactique de bataille si au moins une unité ennemie a été détruite au tour précédent et qu'au moins une unité ennemie a été détruite à ce tour. Donc c'est pas du œil pour œil, c'est œil x2. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un jeu de mots ou une mauvaise traduction? Alors, en l'état, si on le prend comme il est, ça veut dire qu'il faut détruire 2 unités ennemies à 2 tours consécutifs, pas forcément vos tours, hein, 2 tours consécutifs. Donc en fait, c'est 2 fois plus dur que la tactique d'avant qui te demandait de détruire une unité, mais là, il n'y a pas de restriction, entre guillemets, sur les lignes ou ce genre de choses. Donc elle se fera quand même relativement facilement, je pense. Par contre, effectivement, si c'est un vrai œil pour œil et qu'il faut qu'on ait une unité amie qui soit détruite d'abord avant d'en tuer une de l'adversaire, bah ça va dépendre de la volonté de l'adversaire. Même si logiquement, il devrait quand même avoir envie de vous tuer une unité ou 2, sinon vous allez gagner facilement. Celle-là, ça fait partie, je pense, des plus simples, à voir effectivement comment elle est vraiment wardée, quoi. Il est con, ton pote. Ensuite, on va avoir profané leur terre. Choisissez un élément de terrain ou élément de terrain de faction partiellement ou entièrement sur les territoires adverses. Vous accomplirez cette tactique de bataille si vous contrôlez cet élément de terrain à la fin de ce tour. Est-ce que tu peux nous rappeler comment on contrôle un terrain? Exactement de la même manière qu'on contrôle un objectif, c'est-à-dire on prend le nombre de figurines à portée du terrain. Si on en a plus que l'adversaire, on le contrôle. À noter par contre qu'on ne peut pas contrôler un élément de terrain et un objectif. C'est tu fais l'un ou tu fais l'autre. Donc pourquoi pas, celui-là paraît pas non plus trop compliqué. On rappelle que Game Workshop préconise 8 terrains par table, donc faut imaginer, on va dire grossièrement, mais 4 de chaque côté. L'adversaire peut pas non plus commencer à défendre tous ses objectifs et tous ses terrains. Donc celle-là fait partie des, je pense, 2 points automatiques que tu vas chercher. À un moment de la game, tu auras forcément une petite unité un peu blessée ou un petit personnage qui saura pas quoi faire. Et il y aura un élément de décor vide avec rien autour, il ira le prendre et il te donnera 2 points. Celle-là, c'est pas une des plus dures. Ensuite, il y a c'est à moi. Choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille. Vous accomplirez cette tactique de bataille si cette unité est détruite pendant ce tour à cause des attaques de la figurine choisie pour être votre général. Ça, t'as intérêt à avoir un général burné, sachant que maintenant que la plupart des gros persos nommés sont warlords, c'est-à-dire qu'ils comptent comme des généraux sans en être, tu as tendance à mettre tes traits de commandement et tes artefacts sur des plus petits persos. Et assez souvent, on préfère utiliser nos traits de commandement et nos artefacts sur des persos, on va dire, totems, qui vont buffer l'armée plutôt que d'être des brutes de corps à corps. Alors évidemment, exception faite du Mon Crochet, de sa destructrice, ou de la Killian King et ce genre de choses. Mais assez souvent, tu as des persos totems, ce genre de choses. Donc c'est pas si facile que ça d'aller le faire, même si par exemple tu as Archaon et un Chaos Sorcerer Warlord, bah ton général ça va être le Chaos Sorcerer Warlord parce qu'Archaon est Warlord, et lui il va pas aller détruire une unité quoi. Donc en fonction de ta liste, ça peut être relativement simple si tu joues par exemple Iron Joe, ce genre de choses, ou beaucoup plus compliqué. Yes, ensuite on va avoir tête à tête, choisissez une unité ennemie de vétérans de guerrier sur le champ de bataille, vous accomplissez cette tactique de bataille si cette unité est détruite pendant ce tour à cause d'une attaque d'une unité amie vétéran de guerrier ou d'une aptitude d'une unité amie vétéran de guerrier. C'est-à-dire, en gros, il faut détruire une infanterie ligne avec une infanterie ligne à toi. Bon, comme je pense qu'on va pratiquement tous jouer beaucoup de ce type d'unité-là, je me dis par exemple, tu as 30 sisters pour aller tuer 30 guerriers des clans, ça devrait pas être trop compliqué à faire non plus. Ça reste plus compliqué que de détruire une ligne qu'on avait avant parce que tu as la double restriction. Donc ça marchera pas sur toutes tes lignes et ça marchera pas sur toutes les lignes de l'adversaire, mais globalement ça va, ça elle se fait. Yes, ensuite on va avoir frimé. Choisissez une unité ennemie de vétérans de guerrier qui a une figurine contestant un objectif marqué comme étant le lieu de baptême. On rappelle, lieu de baptême, c'est le joueur numéro 2 qui choisit un objectif, qui fait que celui-ci ne peut être contesté que par des unités de vétérans. Alors vous accomplirez cette tactique de bataille si aucune figurine de cette unité ennemie ne conteste le lieu du baptême de feu à la fin de ce tour. Celle-là me paraît pas si facile que ça à faire parce que logiquement, si l'adversaire est un peu stratège, il va choisir soit un baptême du feu qui est compliqué pour toi d'aller le récupérer avec une grosse unité à lui, ce genre de choses, donc ce sera difficile. Soit, comme tu le disais au tout début,
un objectif, on va dire, un peu sur les bords de ton champ de bataille, où t'as pas tes lignes dessus, où t'as juste un monstre, et dans ce cas-là, il n'est pas éligible en fait à ce choix-là. Donc celui-là me paraît un peu compliqué aussi. Ensuite, on va avoir envers et contre tous. Choisissez une unité de votre armée de départ sur le champ de bataille. Vous accomplissez cette tactique de bataille à la fin de ce tour si au moins une figurine de cette unité conteste un objectif que vous contrôlez et que cet objectif n'est contesté par aucune figurine ennemie vétéran. Bon, ça c'est le monstre accapareur de la saison 2022-2023. J'ai un monstre, il y a un noble, c'est bon. Ouais, il va pas être trop complexe à aller marquer. Celui-là, surtout en début de partie, quand les unités adverses sont pas encore sur les objectifs, etc. Ouais, celui-là, c'est 2 points. C'est quand même bien qu'il y en ait une ou deux que tu puisses aller faire quand même relativement facilement. Et la dernière, on va avoir percé les lignes ennemies. Vous accomplissez cette tactique de bataille s'il y a au moins 2 unités de votre armée de départ entièrement en territoire adverse à la fin de ce tour. Et si au moins 2 de ces unités sont des vétérans de guerrier, vous marquez un point supplémentaire. Kinerai. Voilà, dans celle-là, avant, tu avais 2 unités chez l'adversaire. Si c'était des monstres, t'es Savage Spearhead. Si t'avais des monstres, t'avais un point en plus. On a vu à l'usage que c'était quand même une des tactiques les plus simples à faire et tout le monde la faisait très régulièrement. Maintenant, le bonus, c'est plus sur des monstres et sur des unités, mais encore une fois, les 2 dernières qu'on a vues sont quand même globalement faciles, quoi. On a fait le tour des grandes stratégies et maintenant des tactiques de bataille. Gros avantage quand même au Battletome V3, qui ont de toute façon beaucoup plus de cordes à leurs arcs. Ouais, non, ça c'est sûr, parce que la plupart des BT vont te ramener, on va dire, entre 2 et 6 tactiques supplémentaires. Donc forcément, tu as un pool plus large, donc tu as plus d'adaptabilité au fil de tes synchrones pour choisir la tactique qui va bien marcher. Après, globalement, on a vu que les grandes stratégies, elles étaient quand même vraiment pas simples. Les tactiques, tu vas en isoler 3-4 que tu peux réussir à faire sans trop de difficultés. Là où avant, c'était quand même globalement facile de te faire les 5 et tu avais pratiquement ton plan en jeu dès le début. C'était tour 1, je cours, tour 2, monstre accapareur, tour 3, j'ai 2 unités chez toi, etc. Là, c'est peut-être un tout petit peu moins lisible. Il y a un peu plus de choix à faire. C'est moins difficile d'aller chercher ces tactiques que ça d'aller chercher ces grandes stratégies. Après, encore une fois, on se rappelle qu'il y a des BT, effectivement, qui en ont 1 ou 2 pratiquement auto-include, ils en trouveront 3 autres là-dedans pour se faire les 5, quoi. Je précise qu'il n'y a aucun joueur en France Flare Slayer qui a réussi à buter un héros avec des hachettes. Ou en tout cas pas à notre connaissance. Voilà. J'espère que ça va arriver en 2023, saison 1, grâce au fait que malheureusement, ça sera par dépit. On passe ensuite au plan de bataille. J'utilise donc l'intercalaire prévu à cet effet. Et on découvre donc les 12 nouveaux scénarios. Quand même, je trouve qu'il y a eu un step-up, enfin en tout cas un virage pris par Game Workshop, par le fait de se dire que je trouve que les scénarios sont quand même plus complexes, moins accessibles qu'avant. Je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a plus les scénarios un peu idiots de mort instantanée quand tu contrôles 3 objectifs ou ce genre de choses. Il n'y a plus de scénarios un peu gamble type Veine de Gur, donc les comètes, ce genre de choses. Et puis il y a des mécanismes qu'on n'avait pas vus. Déjà, la bonne surprise, c'est d'en avoir 12 nouveaux et pas uniquement 6. Maintenant, Games fait quand même des scénarios depuis la V1 d'AOS et ils arrivent encore, et ça c'est un vrai coup de chapeau qu'on leur tire, à nous surprendre avec des scénarios qui sont assez originaux. Vous avez un scénario donc avec 5 objectifs, quand on voit la disposition, on se dit c'est assez classique, mais en fait vous allez devoir activer les objectifs les uns après les autres. On est limite dans un tower defense, c'est quand même assez marrant de voir ça. Vous avez un autre scénario, vous avez un objectif central et après il va éclater en plusieurs petits autres, donc c'est un peu aléatoire, mais il faut quand même pouvoir se déployer pour faire ce genre de choses. Vous avez un scénario qui va un peu faire penser à l'étau, vous êtes quand même sur la table, donc en marteau de guerre, avec 2 objectifs très resserrés au centre. C'est des nouveaux défis tactiques qui nous sont apportés. Vous avez toujours des fameux scénarios sans réserve, sans possibilité même de se réenlever de la table pour s'y remettre, parce que vous êtes dans une caverne et que le plafond est trop bas. Donc coucou les nouveaux Sylvanettes qui viennent d'arriver, où c'est leur règle d'allégeance qui permet de faire ça. Et pas sur ce scénario-là. Vous avez toujours des scénarios en escalier avec des zones de déploiement, vous passez 3/4 d'heure à vous déployer parce que la zone est complexe. Mais je trouve que c'est une vraie rejouabilité. Les scénarios étaient pas mauvais avant, mais en saison 0, on avait, on va dire, Terre brûlée, comète, ils avaient appelé ça Veine de Gur et Razzia bestiale, mais c'était la même chose. T'avais le scénar de héros, t'avais merde toutes les vertus, t'avais tout ça. Là, pour le coup, c'est quand même vraiment des nouveaux scénarios. Alors, entre guillemets, c'est presque dommage qu'ils remplacent totalement ceux d'avant, qui étaient pour la plupart sympas. Et ça aurait pu être encore mieux d'avoir par exemple 18 ou 24 scénarios dans lesquels elle est piochée. Mais pour le coup, ces 12-là, à la première lecture en tout cas, il n'y en a pas où tu te dis, c'est genre marqué de territoire, c'était vraiment un scénario de teuteux, ça. La plupart, tu les lis et tu te dis, j'ai envie de les tester parce que c'est des nouveaux défis tactiques. Et combiné avec tout le reste, je pense que c'est assez intéressant. Je suis vraiment d'accord avec toi, en fait, c'est la surprise de dire, des fois, nous, on fait des scénarios maison et c'est quand même redondant. Là, Game Workshop crée pas mal de surprises, que ce soit, encore une fois, par le type de déploiement, c'est-à-dire par la disposition des territoires amis et ennemis,
et aussi par le fait que, putain, là, il monte à 8 objectifs sur certains, 2 sur d'autres, c'est génial. Ouais, alors t'as toujours le 1, 2, 2, 4, seulement maintenant c'est 1, 2, 4 et c'est en diagonale et t'as des petits territoires, donc mine de rien ça change toute la partie. Donc sans réinventer la roue sur le contrôle des objectifs, il vaut plus cher chez les chez l'autre. Le scénario je joue pas du tout de la même manière. Et pour le coup, je t'ai dit, t'as quand même celui du Tower Defense ou celui qui éclate, qui sont les deux premiers en plus, donc ceux par lesquels en général tu commences, qui sont vraiment innovants pour le coup. Et vu le nombre de scénars qu'ils ont pondus depuis 7 ans maintenant, bah, je trouve ça quand même vraiment bien qu'ils arrivent à nous surprendre. Et ça se goupille quand même bien de ce qu'on a vu avec les règles. Et on a vu qu'en plus, tu as des scénarios qui vont, par exemple, te donner un bonus ou si t'es à portée, celui-là fait un peu peur, mais si t'es à portée dans des objectifs, tu vas faire tes rallyes sur du 5+. Et si ton unité qui bénéficie du ralliement est vétéran de galet, bah, elle va le faire sur du 4+. Ça lisse aussi la puissance des Battletoads parce que tout le monde n'avait pas un ralliement à 4+, qui est quand même une des règles les plus fortes aujourd'hui dans le metagame actuel et qui dit ralliement, dit gros régiment. Donc plus on va avoir de gros régiments, plus le ralliement va être fort. Cette règle est très forte. Sur ce scénario-là, je pense qu'on va se battre jusqu'au bout du 5e tour. On va peut-être finir les games sans avoir enlevé beaucoup de figurines sur la table. Mais encore une fois, ça fait partie des nouveaux scénarios avec des nouveaux mécanismes qu'on n'avait pas vus. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu de scénario qui augmentait l'efficacité d'un ordre donné. Et maintenant, il y en a des comme ça. Ce qui est rigolo, on sort des Worlds, donc des championnats du monde de Warhammer Age of Sigmar. Déjà qu'on voit que, en tout cas, eux, pour rappel, c'était du 8 contre 8 et que sur les 8 joueurs, ils jouaient 4 scénarios différents. Là, il va vraiment encore plus falloir se creuser la tête pour soit avoir une armée polyvalente, soit avoir une armée excellente sur certains des scénarios. Ouais, bah, je pense que comme d'habitude, sur du jeu équipe, tu vas vraiment pouvoir polariser ton roster pour te dire, bah, moi, je vais énormément bénéficier du ralliement à 4. On voit typiquement ce que ça fait pour les hommes bêtes, hein. Ça les rend quand même très très forts. Bah, par exemple, les gloutons, qui jusqu'à présent étaient quand même un peu boudés, mais maintenant ils commencent à taper sur 2 rangs, eux aussi seraient très contents d'avoir un rallye à 4. Sur 2 rangs, dégâts 2, ma belle. Voilà, donc ça peut, clairement, donc ça peut venir te pas sauver. de fort. Ouais, ça peut venir te sauver des armées qui jusqu'à présent étaient considérées comme en bas de classement ou ce genre de choses, sur des nouveaux scénarios, surtout ce qu'on a vu jusqu'avant. Encore une fois, là, on a vu à peine 10 pages. Je pense que ça change quand même toute la méta. C'est presque un nouveau jeu, en tout cas, qui s'offre à nous, et c'est quand même vraiment cool. Sans vouloir aller dans la conclusion avant, justement, de voir tout ça, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas arrêté de dire que le moteur de cette V3 était extraordinaire et vraiment très très bon. Age of Sigmar n'est pas un des meilleurs jeux qu'on a, justement, sur le paysage des jeux de figurines. Le fait est quand même que le moteur, pour un jeu Game Workshop et pour un jeu aussi grand public, est excellent. Et là, il nous offre une V4 sur juste une saison. C'est génial. Je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est le meilleur moteur qu'on a eu depuis le début d'AOS, clairement, ça c'est bien. Et le principe de saisonnalité renouvelle quand même complètement le jeu sans qu'on ait obligé d'avoir une nouvelle version qui débarque avec un nouveau bouquin de règles à acheter, puis tous les nouveaux Battletoads qui retournent, etc. Donc à la rigueur, j'ai envie de dire pour l'instant, comme il n'y a pas eu d'erreur et qu'il n'y a pas eu de Battletome craqué, sortez pas de V4, mais continuez à nous renouveler le jeu de manière aussi profonde tous les ans avec ça, et ça peut durer vraiment longtemps. On enchaîne ensuite avec la modification ou pas d'ailleurs des sorts persistants. Il y a énormément de sorts persistants, on va pas tous se les faire. On va uniquement parler ici de ceux qui ont soit changé de War Scroll, soit qui ont vu leur coup en point modifié. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors ? Déjà, c'est quand même globalement sympa de s'imaginer maintenant, au bout de 2 manuels généraux, qu'à chaque fois, ils vont tous les remettre. Et que c'est-à-dire que si un jour, il y a un War Scroll mal écrit d'un sort persistant, au bout d'un an, il finira par partir. Alors, les classiques, ceux qu'on a l'habitude de voir sur les tables, les ponts, les portails, ça n'a pas changé. Voilà. Les petites variations, alors il y en a une qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est la prismatique palissade, qu'on voyait un petit peu avant, mais là, qui a quand même une règle qui est quand même assez forte pour taper sur le tir, pour ça que je suis content. Alors, le sort se lance que à 8, donc la portée n'est pas non plus infinie, et tout le sort, qui est quand même large comme ça, doit être placé dans ce rayon de 8. Donc c'est pas si simple, encore une fois on se rappelle que l'Umbral Spell Portal existe. Et en gros ça va vous dire que les unités à 6 pouces de la prismatique palissade, qui est comme ça, on peut avoir de tirer. Excuse-moi, refais voir. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est grand. Oh, c'est un bon 18 cm ça. Je sais pas, je te laisse juge, mais ouais c'est grand. Et c'est très grand. C'est très lourd aussi. Et voilà. Et donc globalement, c'est quand même un spell. Je suis vraiment con. Je n'ai pas juste regardé. Non, j'ai été lourd, il a relevé, j'ai enchéri, tu vois, et j'avais une paire dans les mains, tu vois. C'est pas grave. Et rien à foutre, je mets jusqu'au flop. 2 et 7 dépareillés, et l'autre avec le flop, c'est le début. Donc voilà, ça c'est quand même un sort qui fait quand même très mal, parce que si vous arrivez à bien le placer, donc avec un sorcier qui est avancé ou avec un Umbral Spell Portal, on rappelle qu'on peut faire passer des sorts à travers l'Umbral Spell Portal, des grosses unités d'archers qui ont un front assez large, si tu leur mets devant, ils ont beau bouger vite, ils vont quand même avoir du mal à se décaler totalement pour pas être à 6 pouces de ce spell qui est long de 18 cm d'après les experts. Donc globalement, celui-là, c'est quand même un changement qui est assez impactant,
t'en parles, excuse-moi, juste parce que les unités de tir font peur, mais même pour éviter un Unleash Hell, enfin donc le tir en état d'alerte, on va dire ça comme ça, c'est juste trop bien. Ça, c'est bien, ça. Oui, non, clairement, ça fait partie des petits trucs qui font plaisir. Si, il y avait en fait, le problème, excuse-moi, mais le problème, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y avait des cas mathématiques où tu ne pouvais pas chercher, sinon tu mourrais. Et c'est nul à chier. De moins en moins. Et en fait, pourquoi on n'aime pas le tir globalement dans un jeu comme AOS? Parce que tout le sel du jeu vient, évidemment, de la macro-gestion, c'est-à-dire de votre plan sur la table, mais aussi de la micro-gestion qui est induite par les corps à corps. Quand des unités tuent n'importe quoi sur la table juste en jetant des dés, il n'y a aucune micro-gestion en fait. C'est piou-piou, le mec est mort. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'unité de tir trop craquée dans le jeu. Il y en a une ou deux qui sont fortes, et ça reste sujet à débat, mais il n'y a rien de trop fort. Et tout petit spoil sur la partie Skaven, mais qui était le BT qui avait ramené le tir, on en avait très très peur. Là, ça a l'air d'aller à première lecture. Mais c'est un garde-fou. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas auto-include aujourd'hui parce que je pense que tu n'as pas non plus 50 armées où tu te dis il faut absolument que je le prenne sinon ils vont me déglinguer. Mais mine de rien, si un jour tu avais des armées de tir beaucoup trop fortes qui revenaient, bah tu as ce garde-fou qui est là. Voilà, donc c'est un vrai changement sur son War Scroll, ce qui n'est pas le cas du suivant, qui alors lui vit sa vie à l'envers, c'est le Soleil Violet. Alors en fait, le Soleil Violet, avant, il zappait littéralement 16% des hordes. Donc tu te dis en fait, le méta-horde revient, chouette, j'ai un outil de gestion de horde. Et ben non, maintenant il abîme l'élite en enlevant un en sauvegarde. Donc en fait, il aurait été vachement bien comme ça dans la saison d'avant, il aurait été vachement bien dans cette saison comme il était avant. Donc en fait, lui, il est toujours à contre-courant. Je pense pas aujourd'hui, si on part vraiment sur ce que le manuel général induit, c'est-à-dire des grosses unités, on va dire quand même, qui vont prendre les objectifs, que tu aies vraiment besoin d'un sort qui donne moins 1 en sauvegarde, même si c'est un effet qui est quand même assez fort, il est quand même pas donné, ce bourg. T'as peut-être pas forcément envie de payer des points pour aller chercher ce truc-là. C'est ça que je dis. Je dis pas qu'il est totalement nul, je dis qu'il est un peu à contre-courant de la méta. Il aurait été mieux comme ça dans la saison d'avant. Le dernier qui a un tout petit peu changé, lui pour le coup, il a vu son coup modifié de 5 points. Il a pris plus 5 points, c'est les Ravenark Gnashing là, enfin c'est la bouche de Ravenark. Donc on rappelle l'espèce de bête zodiacale enfermée dans une montagne qui a tellement faim que son estomac s'est manifesté pour aller manger le monde. C'est un peu ça le fluff. Globalement, avant, il bougeait de 3d6, il faisait des dégâts qui étaient anecdotiques. Là, il bouge de 3d6, et en fait, quand il va survoler des unités, vous allez soustraire à ces 3d6 la valeur de mouvement des unités, ça va faire autant de BM que la différence. Ben, ça, pour le coup, c'est plus anecdotique, parce que la moyenne de 3d6, c'est 10,5. C'est 10,5, et la moyenne du mouvement dans AOS, aujourd'hui, c'est 6. Donc ça met 4 blessures mortelles ennemies de manière relativement fiable, donc c'est quand même fort. Et après, on rappelle qu'il y a quand même des unités qui bougent à 4. Notamment Flyer Sealer ou ce genre de choses. Donc là, quand il commence à se prendre 6 blessures mortelles de manière assez répétitive, celui-là est pas mauvais, 60 points, ça reste correct. Et je pense que c'est le meilleur sort de dégâts directs des Endless Spells génériques. Parce que, par exemple, les Quicksilver Swords sont toujours aussi mauvaises. La Burning Gate fait toujours le boulot. Elle a un tout petit peu changé dans son War Scroll, mais en gros, elle fait la même chose qu'avant. C'est-à-dire, elle arrive, elle explose, elle met des blessures mortelles, et après vous la retirez. Elle reste toujours très peu chère, donc elle est bien. Mais le Ravenark, je pense qu'il va commencer à se réfléchir un petit peu, parce que c'est un vrai bon sort de dégâts directs. On a fait le tour de ce livre. Franchement, c'est quand même super positif. Il faut quand même préciser que l'intégralité des règles est aussi présent dedans. Place maintenant à justement quelque chose qu'on attend chaque année, en tout cas même parfois 2 fois par an, c'est le changement des coups en points. Or là, déjà sur la première partie de cette vidéo, on est sur un nouveau jeu, et donc c'est génial. On va maintenant passer justement aussi faction par faction sur les hausses, les baisses des coups en points, et une vision très préliminaire, puisqu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de recul sur ce qu'on découvre, sur les changements de coups en points. Alors juste une petite précision par rapport à ça, comme tu as dit, il y a 2 modifications de coups en points dans l'année. Il y a celui qui vient avec le manuel général, et en général, il y a ce qu'on appelle la Big Fac au mois de décembre. Les changements de points qu'on a repérés ont été faits par rapport au dernier manuel du général. Donc, s'il y a des coups en points, on dit qu'ils ont été modifiés, c'est par rapport au dernier manuel général. Certains ont été modifiés en décembre, notamment les dragons. Ceux-là, on le savait parce que c'était des unités qui étaient très jouées. Il y en a d'autres, des unités un peu obscures. On l'a peut-être pas forcément vu. Donc, des fois, ne vous dites pas, oui, ça a changé en décembre. Bon, c'est juste qu'on l'a pas vu, parce qu'en plus, et ça c'est la deuxième petite doléance, ils ont pas mis des petits astérix. J'avais prévu un gros caca et tu m'en prives. Désolé. Bah vas-y, fais-toi plaisir. On découvre ensemble la première faction, on commence bien évidemment par l'ordre, parce que c'est l'ordre du livre aussi, avec City of Sigmar. Par rapport à ce que vous pouvez voir, vous avez le coup en point qui est justement affiché avec la police du livre, et derrière vous allez avoir des coups en point pour certaines unités. Quand c'est à gauche, ça veut dire que c'est une augmentation du coup en point, vous avez donc l'avant, l'après, et quand le coup en point manuscrit est à droite, ça veut dire que c'est une diminution du coup en point. Je mets en place ce petit lexique pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Et comme tu l'as dit, ça fait chier parce que déjà, première chose, sur 40K, on vous enviait d'Age of Sigmar parce qu'il n'y avait pas d'Astérix. Donc on a dû, et on l'a fait avec Nico et ça nous a pris beaucoup de temps, se palucher l'intégralité des Battle Tomes pour nous assurer qu'il n'y avait pas de changement de coup en point. Et là, en plus, c'est pas dématérialisé.
C'est du papier, donc faut imaginer que potentiellement, ça a 6 mois de retard, parce qu'on imagine que c'est le temps que ça prend d'imprimer et ainsi de suite, par rapport à ce qu'on peut voir sur les tables de jeu aujourd'hui. Ouais, les petites astérix, j'ai pas compris. C'est vrai qu'on avait ça avant. En fait, pourquoi revenir en arrière quand tu fais un truc qui est vachement bien, où en fait, clairement, tu ouvres, parce qu'il y en a quand même des tripatouillés maintenant de Warscroll à OS. Tu ouvres et tu dis, ok, ça a pas changé, pas changé, là ça a changé, je vais juste voir les changements. Là, on a été obligé de te reprendre, c'est vrai que ça a été un peu laborieux. Et on va donc maintenant s'attaquer au City of Sigmar. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les changements de camp en points? Est-ce que tu as été surpris finalement par ce qui a pris en points ou ce qui a baissé en points? On le rappelle quand même, City of Sigmar, c'est une faction qui plaît parce que c'est des anciennes figurines de Warhammer Battle. Ça a été un petit peu boudé, même s'il y avait des mécanismes très intéressants au niveau de leur Battle Tome, puisque pour rappel, ils peuvent prendre des alliés, une unité sur 4, justement dans les codex PT du moment. Et en plus de ça, le LVO a quand même été gagné par une liste COS, City of Sigmar. Ouais, effectivement, City of Sigmar, ça a connu un certain nombre d'évolutions. On a beaucoup joué l'œil de la tempête, après on a beaucoup joué Hammer Hall, et après les nouveaux Stormcast sont arrivés. On s'est rendu compte que certaines unités, notamment les Fulminators, étaient extrêmement fortes en cité vivante, et tout le monde s'est retrouvé à jouer cité vivante. Donc là, on redécouvre les unités de City of Sigmar qui ne viennent pas du Battle Tome Stormcast, c'est assez intéressant. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de variations de points. Maintenant, c'est que des petites variables d'ajustement qui vont quand même toutes dans le bon sens. C'est-à-dire que les 2-3 unités qu'on montait, c'était des unités qui étaient peut-être un tout petit peu trop fort. Je pense notamment au Celestial Hurricanum qui met quand même beaucoup de blessures mortelles. Qui prend 15 points, ouais. Voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est des tout petits ajustements. C'est du -5, c'est du -10 sur les unités de ligne, plus pour les remettre dans l'air du temps. En fait, aujourd'hui, la comparaison facile, c'est 130 points pour 10 figurines d'infanterie ou 135 points pour 10 figurines d'infanterie. C'est le coup du Thrall, c'est le coup du Bestigor, c'est le coup des Sister Daughter of Cain, c'est le coup des Vermines de choc. Et en fait, tu avais un certain nombre d'unités, je pense aux Great Sword, aux Exécutionneurs, aux Gardes Noirs, enfin les anciennes unités de battle emblématiques, qui étaient un peu déconnants par rapport à ces nouvelles unités-là et à, on va dire, cet équilibre de 135 points. Elles ont toutes perdu 5-10 points, c'est plutôt bien. Les bonnes surprises, pour le coup, viennent du Battle Mage, qui est quand même une bonne unité, qui est quand même assez souvent jouée dans la plupart des builds, parce qu'ils ont des bons sorts sur leur War Scroll, et qu'il y a des bons sorts dans les cités du Battle Tome City of Sigmar, qui perd 15 points. Deux autres unités qui ont un petit peu changé de points, et c'est un peu logique, c'était le Dragspawn Chariot qui a perdu, qu'on voyait absolument jamais, par rapport au Scourge-Runner Chariot, qu'on voyait absolument tout le temps. Je les compare parce que c'est le même kit, qui a pris un petit peu en point, donc maintenant elle se rapproche. Ça reste quand même des bonnes unités toutes les deux, il y en a une qui est plus tanky que l'autre, mais encore une fois, c'est des tout petits ajustements. Les monstres ont un peu baissé, les généraux, les surgriffons, les Black Dragons, ce genre de choses, ça a un peu baissé. À noter qu'ils ont eu un White Dwarf, alors un tout petit White Dwarf quand tu compares par exemple au Beast of Chaos, mais au mine de rien, il y a des traits de monture qui sont sympas. Combinés à la baisse, bon bah c'est des monstres, donc ils sont moins en vue dans cette saison qu'ils l'ont été dans la saison d'avant. Du coup, les coups en points sont à l'avenant, c'est plutôt bien fait. Je pense qu'il n'y a pas de révolution majeure. Après, comment l'armée va se comporter dans cette nouvelle méta qui se dessine, je pense que la première unité sur laquelle tu refais un focus, c'est le Garde Phénix. Parce que le Garde Phénix, c'est quand même une unité qui peut devenir vétéran de galet, qui est pour le coup extrêmement tanky, hein, avec une protection native à 4+, donc qui est très difficile à déloger d'un objectif, mais qui était quand même relativement cher. Et donc, c'était quand même compliqué d'en aligner des trop grosses phalanges. Là, maintenant, quand ils vont commencer à compter pour 3 figurines chacun, ils vont quand même vraiment très bien finir les objectifs. Et grâce à leur protection, ils souffrent moins des chasseurs de primes qui vont leur mettre plus un dégât. Ils ont quand même qu'un point de vie, ils vont pas aimer, mais ils en souffrent moins que certaines autres unités. Donc pourquoi pas te dire que ça va vraiment devenir de très bons gardiens de but pour accompagner sûrement encore des Stormcast qui vont rester très forts en City of Sigmar. Ensuite, on voit aussi justement la charte d'unité de Gotrek qui est à 485. Il avait déjà subi en décembre cette augmentation de coût en points. Quel est ton discours par rapport à ce petit mec? On serre à fond, il est bien, on l'a vu au World. Parce que, tout ce qui est en fait augmente ta projection, donc voilà, finalement. c'est ça. Et puis pour le reste, il reste globalement assez décevant. Compétitivement, on le voit très peu, sauf en serre à fond parce que les adversaires savent le gérer. Et dans des cercles beaucoup plus amicales, il peut être frustrant pour l'adversaire, pour le coup, qui lui ne peut ne pas savoir gérer cette petite brute-là, qui est quand même très difficile à tomber, qui fait extrêmement mal. Donc voilà, c'est une figurine à frustration, je pense, dans les deux sens, parce que si l'adversaire sait vraiment le gérer et que vous jouez pas serre à fond, c'est un quart de votre armée investie pour pas grand-chose. Et si votre adversaire sait pas le gérer, il peut gagner la partie tout seul. Et encore une fois, dans un jeu de stratégie, avoir une seule fille qui gagne toute seule, bon, c'est peut-être pas forcément du haut niveau stratégique. À noter que Gotrek est un héros, mais il n'a pas le tag leader. Donc il peut rentrer dans le bataillon pour avoir un dégât supplémentaire et devenir encore plus une moissonneuse batteuse que ce qu'il était déjà. Mais grosso modo, ça change pas trop ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'il est soit trop fort, soit trop facilement gérable par l'adversaire. Encore une fois, sauf en serre à fond. Yes, on va ensuite passer au Daughter of Cain. Heureusement, pas de changement de coût en point puisque le BT est dispo depuis 3 semaines. Comment est-ce que toi tu les vois justement dans la saison 1?
Bah, je viens de passer un mois à tryhard comme un dingue tout ce qui était serpent, chaudron, Moratti, tout ça. Puis quand j'ai vu le bouquin, je me suis dit que j'avais 120 witch à la maison et que j'étais content de pouvoir les rejouer, quoi. Peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, mais quand tu vois le Battle Tom, le premier truc que tu te dis, c'est des régiments de witch en vétéran de galet pour tenir les objets. Parce que 3 x 10, bah mine de rien, c'est 30 witch sur les jobs, j'ai viens les chercher. Et des Sisters of Slaughter, parce que pour le coup, quand tu leur rajoutes un dégât, t'as même plus besoin du rasoir mental ou de ce genre de choses, quoi. Ça peut vraiment être très fort pour aller fracasser les autres unités vétérans de galet en face, qu'ils soient dans des bataillons ou pas, parce qu'ils n'ont pas le choix, les gars. Si c'est des lignes à pied de moins de 4 points de vie, c'est des vétérans de galet, c'est un énorme buff sur les Sisters. Et là, tu vois peut-être d'autres cités que t'avais pas vues. Je pense notamment à Dreshiganet, qui buffait beaucoup l'infanterie, où tu disais Agnar, les bonus de stats sont meilleurs que la reine -1 que tu vas aller chercher. Là, quand tu commences à avoir plus un dégât, que tu dis que la reine -1 c'est intéressant. Voilà, je pense que tu as envie de revenir quand même vers l'infanterie. Et même s'il y avait eu un vrai effort qui avait été fait sur les serpents de corps à corps, avec une allégeance qui allait très bien avec eux, donc c'était Zentarkai, et la liste pour l'avoir testé, elle est quand même vraiment sympathique. J'ai l'impression qu'ils sont quand même moins nouveaux méta, mais encore une fois, c'est de la première lecture, que les gros pâtés de Witch ou de Sister à l'ancienne. On se doutait quand on avait fait la review Battle Tom d'Author of Kane qu'il avait l'air un tout petit peu en dessous de certains autres, mais que comme on avait les prémices de ce manuel général et qu'on savait que l'infanterie allait revenir, t'as quand même toujours une très bonne infanterie en Daughter of Kane. Maintenant qu'on a les règles de manière officielle, ouais, je pense que Daughter of Kane remonte peut-être encore un tout petit peu, parce que tu vas beaucoup aimer et le chasseur de primes et les vétérans de galets pour compter pour 3 objectifs. C'est peut-être ce qui te manquait un tout petit peu pour aller chercher le top niveau. Et là, tu le récupères avec ce manuel général. C'est aussi un Battle Tom où tu as quand même des tactiques qui sont relativement faciles à aller chercher. Et je pense notamment aux unités de Kinerai. Tu as envie d'en jouer 2 parce qu'elles te font 2 tactiques ultra simples. Là, vraiment, c'est 3 ou 4. Je pense que c'est globalement un buff pour le Daughter of Kane, ce nouveau manuel général, parce que avant c'était tout basé sur les monstres, et à part la Shadow Queen, on n'avait pas de monstres. Donc dans tous les cas, on bénéficiait d'assez peu de choses au final de l'itération précédente du manuel général, à l'exception de tuer des monstres et prendre un point en plus. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais je pense que globalement c'est un buff. Ensuite, on va passer aux pyrotueurs, les Fire Slayers. Pareil, pas de changement de coup en point, mais un Battle Tom dans lequel tu n'as pas de sorcier, et donc dans lequel tu n'as pas la latitude d'avoir le sort qui te permet de diviser par 2 le nombre de figurines sur un objectif. Alors, ouais, on va commencer par le petit bémol. Effectivement, le petit bémol, c'est ça. On rappelle qu'il y a l'Arcane Tom en générique qui permet à un nouveau héros. Non. On rappelle qu'ils tapent en premier quand ils sont sur un objectif, ils font partie du bon bataillon. Les berserkers, ils sont dégâts flat 3. Et les Vulkites qui sont, pour rappel, en 2+2+, peuvent passer dégâts 2 et avec justement une AP -2, -3, dépendamment de la rune. Donc non, c'est très fort. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et ils peuvent aussi aller chercher un allié qui va connaître le sort. Après, c'est la même chose que Daughter of Kane, je pense en encore plus fort, parce que c'est clairement une armée d'infanterie. Et notamment, regardez le Vulkite qui perdait le dégât contre le berserker. Lui va beaucoup bénéficier de ceux dont les docs ne bénéficiaient pas du tout, par exemple, c'est, tu sais, le fait de pouvoir taper un pouce et demi. Parce que eux ont range 1 et sont sur des socs de 32. Donc, en fait. La barbe. Ouais, voilà. La grosse barbe. Donc, le berserker n'avait pas ce problème, donc il éclipsait le Vulkite. C'est la barbe. Aujourd'hui, tu te dis. Je l'ai. Technique, mais je l'ai. Aujourd'hui, tu te dis que mine de rien, les pâtés de Vulkite qui peuvent rallier sur du 4. Mettez en commentaire si vous l'avez aussi. Qui peuvent compter pour 3 ou qui peuvent avoir plus en dégâts avec tous les buffs de reine que tu as dit. Je pense que l'armée prend un gros up. Excuse-moi. Sur le contrôle et sur la létalité. Parce que ça me fait peur. Encore une fois, on a des scénarios qui requièrent de la mobilité, on a des scénarios dans lesquels en fait on va pas très facilement pouvoir, si jamais tu mets 10 Vulkites ou 5 Berserkers, même si derrière ils vont compter pour plus, comme tu l'as dit, 5 Kinerai, ils en tuent un, ils prennent l'objet. En fait, le plafond de verre de ce Battle Tom, encore une fois c'est de la première lecture, c'est peut-être effectivement en solo, tu peux te retrouver sur des scénarios qui peuvent être un peu difficiles. Typiquement, le scénario a 8 objectifs, n'importe quel joueur Fire Sayer vous dira que c'est un cauchemar. Mais il y en a d'autres où il y a 2 objectifs au centre de la table, et là, n'importe quel joueur Fire Sayer vous dira c'est bon, 20-0, on peut signer maintenant. Voilà, une mine. Vous appelez ça une mine? Bon, voilà, je pense que globalement, l'armée est un buff, et alors typiquement, en équipe, où elle va pouvoir aller chercher ce scénario, tu vas te retrouver avec tes packs de Berserk de 10 qui vont coûter pour 30 sur les objets, viens les chercher, et peut-être des packs de Vulkite offensifs, à trouver le mix entre les 2 bataillons. Alors, comme toutes les armées, ça va être ça. Hein. Qu'est-ce que je mets en chasseur de primes, qu'est-ce que je mets, on va dire, en unité de défense. Mais globalement, c'est un bon gros hub pour le Fire Sayer, qui était comme le doc, on va dire, un tout petit peu en dessous du God Tier, et qui monte un petit peu. Yes. Ensuite, on va passer aux idounettes. Battle Tom si fraîchement sorti, bonne nouvelle, pas de changement de coup en point, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que c'est parce que finalement c'est imprimé trop tard? Mais je ne pense pas, puisque les coups en point sont ceux des BT, donc il faut aussi le relever.
Donc pareil pour ceux qui vont vouloir voir les coups en point très vite des Sylvaneth et des Skaven. On rappelle, on n'est pas vétéran de guerrier quand on a une monture. Or déjà, une des unités qui était extraordinaire en début en V1, puis un peu en V2 et surtout plus du tout vue en V3, c'était les Murennes. Là, c'est game over. Alors, je vais mettre juste un petit bémol là-dessus. Évidemment, depuis la V3, tu as parfaitement raison. Le Thrall avait nettement éclipsé les deux unités, on va dire, de garde Akelian. Et ça va encore plus être le cas, parce que le Thrall qui va commencer à compter pour 3 ou ce genre de choses, les listes commencent à jouer de plus en plus d'infanterie. Là, t'as que des bonus sur l'infanterie. Alors, les Thrall en chasseur de primes, quand ils vont commencer à être dégâts 2, sachant que ça fauchait quand même très bien l'infanterie, quand ça va commencer donc, soit, on rappelle, l'adversaire a 1 point de vie, t'as une attaque de plus, et là en plus tu passes dégâts 2, c'est insane. Soit l'adversaire avait 4 points de vie ou plus, donc là s'il a pile 4 points de vie, qu'il est vétéran de galet, tu passais, donc c'est 3 points de vie en plus maintenant, tu passais dégâts 2, bah là tu passes dégâts 3, donc ça devient une moissonneuse batteuse. Donc soit en chasseur de primes, soit en tanking, parce que mine de rien le Thrall ça tank très bien, tu peux facilement jouer des phalanges de 30 qui coûtent pas très cher, quand ils sont 90 sur les objets, va aller chercher les mecs, c'est très dur. Maintenant, je pense que la Morsar Guard peut s'en sortir en chasseur de primes. Parce que pour le coup, il faut pas être vétéran de galet pour être chasseur de primes. C'est une unité qui a quand même toujours une très très bonne mobilité, qui est donc un très bon sniper. Donc ils pourront aller chercher les vétérans de galet d'en face. Et quand ils vont être dégâts 3, mine de rien, sur les lances à l'impact, ils peuvent faire des trous. Donc peut-être que ça sauve le Morsar, ce qui est assez paradoxal, dans un truc où l'infanterie revient. Mais effectivement, le Thrall et le Reaver, c'était les deux unités phares du Battletome Idoneth depuis qu'il est sorti. Ils sont encore meilleurs maintenant. Ça aussi, c'est une armée qui va faire, je pense, en retour, ils étaient déjà là, hein, mais je pense va encore continuer à remonter, parce que le Thrall me paraît quand même des meilleures unités d'infanterie du jeu actuellement, et bénéficie très très bien de toutes les règles qui sont là, sauf maintenant qu'ils ont range 2, donc on va dire des nouveaux effets pour frapper. On va se rassurer en disant qu'ils n'ont pas d'âme et qu'ils sont teubés, quoi. Voilà, ils ont pas d'âme pour le teubé, je te le laisse, mais ils ont pas d'âme, c'est vrai. On enchaîne ensuite avec les Caradhras Overlord, une diminution globale des coups en point. Je suis pas sûr. Est-ce que ça va être suffisant? On est entre 5 et 15% sur les plus grosses. On est dans une armée qui fait quasiment que du tir. Dans une méta où on n'a pas arrêté d'en parler tout à l'heure, la plupart des buffs, ou en tout cas la plupart des bonus se font en mêlée. Par contre, une grosse mobilité, donc sur les scénarios bis objectifs, peut-être quand même qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, le Caradhras avait globalement disparu du méta compétitif, en tout cas depuis un bon moment. Enfin, même au World, on en a vu extrêmement peu. Parce que globalement, il y avait... peinture, on en a vu un. Non, ouais, en peinture. Ouais, en général, c'est des armées qui sont très bien peintes, mais ça fait troll dit comme ça, mais c'est vrai qu'elle était magnifique. Mais le Caradhras, en fait, avait du mal à gérer les gros monstres parce que l'armée a beaucoup de saturation de tir avec faible rend. Et en fait, c'était pas du tout adéquat sur le méta d'avant. Maintenant, ça a quand même l'air d'être plus adéquat sur ce méta-là. On va voir revenir des hordes d'infanterie. Depuis tout à l'heure, on parle de 30 Thrall, 30 Witch, des guerriers des clans, des vermines de choc. Ça n'a pas beaucoup de sauvegarde, ce genre de choses. Donc, mine de rien, le Thunderer ou l'Endrin Rigger, ça balaye bien ce genre de choses. Les Arcanautes de compagnie vont bénéficier quand même d'un surcroît de prise d'objectifs en comptant pour 3, ce qui est quand même assez bien. Et la dernière fois que ce Battletome a eu des baisses en points, c'était en milieu de V2 où ils sont passés de 1 jouable à God tier. Donc on va prendre des précautions avec les Caradhras, il y a des petites baisses de points. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour le faire revenir? Je pense que les baisses de points seules, non. Mais ça, mis avec le White Dwarf, qui offre quand même des optiques tactiques assez intéressantes, avec le nouveau profil de l'amiral qui est bien, 2-3 petites règles assez sympathiques. Et je pense une méta, si ça tourne comme on le pense, vers la Horde, qui est plus adaptée pour eux que du gros monstre d'élite, je pense que ça peut faire revenir le Caradhras. En tout cas, je vois pas de nerf pour le Caradhras, je vois que des buffs potentiels, donc c'est de bon augure pour eux. On enchaîne ensuite avec les Luminettes. Alors, une grosse partie de ce que vous voyez ici a déjà été adoptée en termes de changement de points. On voit par exemple que les Sentinelles sont à 170 points. Ça, on l'avait déjà découvert au mois de décembre. Qu'est-ce que tu penses justement des Luminettes? On était sur une armée très élitiste. Là, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même un sort persistant qui finalement peut t'empêcher de tirer avec toujours, en tout cas c'était toujours méta d'avoir une rangée de 30 archers. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'au contraire, on va pouvoir revoir des lanciers? Ils perdent indirectement le bonus de taper sur 3 rangs. Parce que on peut taper un demi-pouce d'une figurine à un demi-pouce, ils le payent indirectement en points, ça. En fait, il y avait vraiment deux listes Luminettes qui perfait. Il y avait la Tri-Renard, donc avec Sephiroth, les deux Hurricane Spirit et un pack de 30 archers. Je pense que celle-là est pas meilleure que ce qu'elle était avant. C'était une bonne liste, mais c'était pas une liste à frustration. Enfin, c'était un peu frustrant, mais c'était pas une liste trop forte. Enfin, elle écrasait pas le méta. Après, par contre, les versions basées sur Teclis et beaucoup de lanciers, on a vu des listes avec juste Teclis et que des lanciers. Mine de rien, c'était quand même des listes qui étaient défensives et qui se basaient sur la prise de points. Quand tu passes tes lanciers en comptant pour 3, c'est pareil, va les bouger. Quand ils sont sur les obs, il faut quand même aller les chercher. Alors, ils ont quand même en plus des bonus de réaction de charge, ce genre de choses. Ça va pas être si simple que ça. Plus un blessé à l'arène, ouais. Après, ils peuvent souffrir du plus un dégât. Voilà, parce que mine de rien,
pour tanker, il faut les rendre éthérés, il faut leur mettre la ward à 5 que Teclis te donne en bulle, ce genre de choses. Quand tu te prends des attaques dégâts 2, la moindre sauvegarde que tu vas louper, et quasiment 3 unités de l'armée de l'adversaire qui seront en chasseur de primes vont être dégâts 2 sur eux, ça va peut-être quand même leur faire globalement mal, sachant que pratiquement toutes leurs unités de ligne, c'est pas pratiquement, vont être en vétéran de galet. Donc est-ce que c'est un up? Je pense moins que les Battletome qu'on a vu avant. Maintenant, ça n'a pas l'air d'être un gros nerf non plus. Ça va rester une bonne armée, un peu en dessous quand même des autres qu'on a vu avant. On passe ensuite au Séraphon, très bien placé par le méta, parce qu'une aptitude de légende qui permet tout simplement de dire ta gueule moins un dégât. Donc ça les rend directement encore meilleurs, avec quand même quelques petites adaptations de coup en point. Ouais, alors pour la plupart des adaptations, notamment la Salamandre, les 2 Bastiladons, encore une fois, c'est comme les Lumières, elles avaient déjà eu lieu en décembre. Moi, je pense que le Séraphon, qui est déjà une des armées God tier, on l'a vu au World, 21 pays sur 22 qu'il a joué, des résultats exceptionnels. À chaque fois que les capitaines venaient nous dire les pairings, un joueur français très beau. Un joueur français très beau. Qui jouait Gotrek dans une pyramide, et ils nous ont tous dit on sait pas comment gérer le Séraphon d'en face, ça a été un cauchemar le Séraphon d'en face, le nôtre on l'a quand même plus ou moins envoyé, il s'en est bien sorti à chaque fois. Et je pense que le -1 natif qui est donné par la sous-allégeance cristallisée est encore plus fort aujourd'hui. Parce que quand tu te faisais taper, encore une fois, je parle pas que des Daughters of Cain, mais c'est l'exemple qui revient, quand tu te faisais taper par des Witch, ou que tu te faisais taper par des Vermines de choc, ou par des Thralls qui étaient dégâts 1, le -1 dégât, quelque part, tu t'en moquais. Maintenant, ces mecs vont passer dégâts 2, mais ils vont reprendre le -1 dégât qui avant n'avait pas d'impact et qui maintenant l'ont. Donc le cristallisé me paraît encore plus broken que ce qu'il était avant. Et en plus de ça, par exemple, les skinks, qui en bénéficient très bien de se cristalliser, ils vont compter pour 30 sur les objets. Voilà. Ou alors, ils vont être chasseurs, et là, ils vont te déboîter puissance 1000. Donc, je pense que c'est un buff monstrueux sur le Séraphon, ce qui me fait un peu peur, parce que c'est déjà une des armées du God tier sans discussion, et je pense qu'elle est encore meilleure maintenant, parce que le cristallisé est infâme. Donc un jour, il y a un Battletome Séraphon qui ressortira, je pense pas que le cristallisé reste, en tout cas pour l'instant, ceux qui jouent Séraphon et qui aiment cette armée, profitez-en, parce que honnêtement, c'était déjà dur à gérer avant, mais tu te dis, j'ai mis 3 unités dans mon bataillon pour être chasseur de primes, pour passer dégâts 2, et je vais re-être dégâts 1 sur lui, donc en fait moi j'ai aucun bonus. Et lui, par contre, il compte pour 3, quoi. Enfin, ça va être trop compliqué à gérer, je pense. Yes, on passe ensuite aux éternels de l'orage, les amis Stormcast. Battletome V9, avec quand même quelques changements de coup en point. On a quand même quelques augmentations et une grosse diminution, on va faire un petit focus après dessus, sur les sorts persistants, parce qu'on le voit, ils baissent de quasiment 30%. Ouais, ils n'étaient jamais joués, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc la comète, c'est un bon sort de dégâts directs. Le Dace, le marteau reste quand même, la tornade de marteau reste mauvais. Le Dace, c'est un sort persistant défensif, enfin c'était l'inverse du Vortex qui permettait de lancer des sorts en plus, qui aujourd'hui n'existe pas, lui permet de dissiper en plus, il donne une bonne mobilité. Je pense qu'ils s'en sortent pas mal, et en fait, c'est un Battletome dont l'allégeance en soi était pas dingue. Avant, tu avais Stormkeep qui permettait à certaines unités de compter pour 3, donc celle-là tu la joueras plus jamais, et Scion of the Storm qui permettait de garder la moitié de son unité en réserve. Donc maintenant tu vas jouer plus que ça, et comme toutes tes unités vont pouvoir être vétérans de galet, je pense notamment à tes paladins ou ce genre de choses, comme le Battletome a 1 million de War Scroll, tu vas pouvoir t'adapter à la perfection, quelle que soit la méta, et peut-être que tu vas moins jouer de Drake, peut-être que le Storm Drake, je pense qu'on va revenir sur le cas des 2 dragons juste après, et peut-être que tu vas dire, les unités de Protector, qui est historiquement une des unités les plus fortes en termes de létalité et de défense de tout le jeu, avec des mecs qui peuvent cumuler un +4 en save, donc être pratiquement immunisés à l'arène, donc à rester à sauvegarde à 2+, et qui peuvent te surasmater avec le Holy Command qui leur permet d'avoir une attaque en plus combinée au max d'Astérie. Enfin, c'est quand même une unité qui est extrêmement forte, qui avait le défaut de coûter quand même une blinde en points, et au final, ils étaient que 15 sur l'objet. Maintenant, ils vont être 45. Et ça va être quand même compliqué à déloger, voilà. Donc pourquoi pas voir une mutation des armées Stormcast de full dragon à beaucoup plus de paladins, parce que maintenant quand les paladins vont commencer à compter pour 3, encore une fois, relisez les War Scrolls des paladins, notamment des Protectors, c'est quand même super fort, et 2 pièces magnifiques en termes de figurines, de modélisme, parce qu'on en parle aussi, on n'est pas que des brutes. C'était Karazai et Krondys, qu'on avait vu revenir sur certains builds au World, et ils ont tous les deux des attaques de queue qui dépendent du nombre de figurines, qui sont des très très bonnes attaques, qui dépendent du nombre de figurines apportées. Donc ça a été des tueurs de hordes, ils rentrent dans 60 zombies, ils les balayent en une série d'attaques. Et là, si on voit revenir de plus en plus de hordes, ils vont redevenir très méta, eux. Et comme si on voit revenir plus de hordes, on va moins s'armer pour gérer des grosses pièces, et eux que c'est des grosses pièces quand même très résistantes avec leur règle de base, on rappelle qu'ils enlèvent une attaque au corps à corps, ce genre de choses, je pense que eux vont redevenir méta. Donc tu peux très bien te retrouver avec des builds Karazai, Krondys, Paladin, demain, qui étaient des listes qu'on voyait pas du tout avant. Certains joueurs les jouaient de temps en temps, et qui peuvent revenir, et ça c'est vraiment cool. Mais en fait, ce Battletome a tellement de profondeur et de richesse de War Scroll qu'il s'adaptera à n'importe quelle situation, et il sera, je pense, toujours aussi bon
maintenant qu'il l'était la saison dernière. Tu parles de profondeur, celle qui en a pas énormément, c'est Indrasta, parce qu'elle n'était déjà pas jouée alors qu'elle a d'aptitude pour niquer les monstres. Bon, bah là, c'est terminé. Hein. Ouais, je pense qu'elle, on la verra plus, effectivement. On l'a vu qu'à la crémaillère. On enchaîne ensuite avec le KO. Sur Beast of KO, quasiment que des baisses de coups en points, mais qui pour la plupart étaient déjà connues. Ouais, bah, c'est une armée qui était très forte, et qui va l'être encore plus, parce qu'au final, les dragons ogres bénéficient quand même assez peu, parce qu'ils ont 5 points de vie, donc heureusement ils peuvent pas être vétérans de galet, parce que ça aurait été stratopoutré. Mais tout ce qui est Bestigor ou ce genre de choses, qui avait le problème d'avoir une range de 1, mais des socs de 32, donc ils pouvaient pas taper sur 2 rangs, tu te galérais un peu avec les nids d'abeilles, quand on jouait 30 c'était pas facile, bon maintenant ils vont quasiment tous taper, t'as quand même eu beaucoup de baisses de coups en points, ils vont encore mieux contrôler la table qu'avant. Bon, je pense que c'est une armée qui est God tier et qui va le rester encore plus parce que même s'il y a beaucoup de hordes en face, ils vont avoir aucun problème à la gérer. Il faut imaginer déjà l'impact que les unités de Dragon Ogre avaient. Bah, tu leur rajoutes 1 en dégâts parce qu'ils vont être dans les bataillons chasseurs de primes. Ah, ils vont te satelliser n'importe quoi. Donc c'est une armée qui était God tier. C'est un peu comme le Séraphon. Ils étaient très très forts et ils vont être, je pense, encore meilleurs. Donc pareil pour l'instant, eux ils ont un White Dwarf, pas de Battle Tome. Je pense que tous les joueurs sont très contents que ça reste comme ça. Ils veulent pas de, ils veulent pas de nouveau Battle Tome tout de suite. En plus, ils ont eu des stratégies dans le White Dwarf, dont certaines ne sont pas si compliquées que ça à faire. Donc non, c'est une très très bonne armée. Pour ceux qui aiment la gamme, j'ai envie de dire maintenant, à part peut-être les monstres qui sont un peu moins bons que ce qu'ils étaient avant, mais comme tous les monstres, bah, pratiquement tout est jouable. Toutes les unités d'infanterie ont un peu eu des baisses de points. Bon, c'est une super armée, extrêmement méta. Yes. On enchaîne ensuite avec Blade of Corn, et pareil, que des diminutions de coups en points, mais pareil, certaines étaient connues. Ouais, mais je pense qu'ils en ont besoin, ces missions de coups en points, parce que ce qui sauvait l'armée Blade of Corn aujourd'hui, c'était quand même les buveurs de sang, Scarbrand, qui sont toujours bons, mais qui sont un peu moins méta quand même que ce qu'ils étaient avant. Après, bon, faut pas exagérer, un Scarbrand, il rentre dans une horde, il te la découpe de la même manière qu'il te découpait un Mokrocha ou Sigurd Gunta. Voilà. Mais je pense que globalement, si tu vois revenir de l'infanterie, Korn va peut-être avoir un problème de prise de table, parce que même si les buveurs tabassent quand même très fort, faut imaginer que même s'il tabasse par exemple 20 figurines qui comptent pour 3, lui va compter pour 5, en face ça compte pour 60, même si t'en meules beaucoup, tu reprendras quand même pas le point. Donc Korn était sauvé par ces monstres, donc il s'en sortait quand même pas si mal dans la saison d'avant, aujourd'hui il va peut-être avoir un peu plus de mal. Parce que honnêtement, je pense pas. Peut-être sur les chiens, il y a quelque chose à faire avec des chiens qui vont compter pour 3, ça peut peut-être les aider. Mais le River ou le Blood Warrior, c'est quand même des unités qui ont un peu de mal. Le River, parce qu'il est beaucoup trop fragile. Le Blood Warrior, parce qu'il est quand même cher, malgré la baisse en points. Mais encore une fois, ça a été déjà connu. J'ai du mal à voir, encore une fois, c'est de la première lecture, mais j'ai du mal à voir un gros up de Korn avec la nouvelle saison. Voilà. Donc c'est un peu dommage pour cette armée-là. Pour le coup, son BT commence un peu à dater. Il est quand même vraiment très V2, notamment dans ses mécanismes d'invocation. Ça reste une armée qui est extrêmement sympa à jouer. Pour et contre. Genre les games que tu fais contre Korn, ça fait partie des meilleures parties de la OS, je pense, que tu fais. Il y a quand même beaucoup de choses, encore une fois, à faire avec la Dîme de sang, ce genre de choses. Mais c'est pareil, en fait, la Dîme de sang bénéficiait vachement du multiple small unit que tu pouvais avoir au début. Et si aujourd'hui on se redirige vers des plus grosses unités, alors encore une fois, on rappelle qu'on n'a que 4 points de renforcement et qu'on va pas pouvoir jouer 5 unités de 60 mecs. Mais mine de rien, si on se redirige vers des hordes plus gros, sur un moins de petites unités, ce sera plus compliqué d'aller chercher de la Dîme de sang. Bon, à voir. Il y a des trucs qui sont bien, notamment chasseur. Korn va beaucoup aimer le plus un dégât supplémentaire sur 3 de ses unités. Maintenant, il ne pourra pas mettre les buveurs de sang, ce genre de choses dedans. Il va falloir aller chercher du côté des Mighty Skull Crusher ou des unités comme ça, qui sont honnêtes, mais qui ne sont pas non plus extraordinaires. Donc voilà, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Je pense pas que ça va faire décoller le BT. Yes. On enchaîne ensuite avec Disciple of Jeans. Ce qui est rigolo, c'est qu'on sent encore une fois des words. On a beaucoup parlé avec Franck, donc sous l'architecte, nous parlait que le BT s'essoufflait. Lui aussi s'essoufflait avec cette armée-là, mais ça s'essoufflait. Là, on voit quand même que des bonnes nouvelles, c'est-à-dire pas mal de diminution de coûts en points, quelques augmentations, mais qui sont justifiées, en tout cas parce que ça reste des persos. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, au premier abord, tu dis des pings qui comptent pour 3, ça fait peur. Maintenant, il y avait quand même un agenda en Tzeentch qui leur permettait de compter pour 2, et c'était quand même assez souvent fait par l'unité de 30 qui avait des facilités à faire cet agenda-là. Donc est-ce que ça va réellement changer les choses? Je pense pas que ça change en fait le gameplay de Tzeentch, et Franck le disait très bien, ça s'essouffle quand même un petit peu. Et je pense qu'elles vont vraiment surdétester le chasseur de primes. Voilà. Parce que les pings, même si tu as énormément de PV, même si elles finissaient quand même par voler. C'est 2 fois moins de voilà. PV, hein, directement. Et là maintenant, elles volent littéralement 2 fois plus vite. Donc je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Tzeentch. En tout cas, le Tzeentch, ping, ce genre de choses. À voir par contre si à aller chercher du côté... alors, tu as envie de dire Tsangor and Lightning, mais va les jouer en Beast of Chaos, elles sont meilleures. Donc aujourd'hui, en fait, c'est soit la ping qui, je pense, est vraiment en perte de vitesse, soit le Tsangor, l'Enlighted que tu as envie d'aller jouer autre part, le Kerik
est quand même pas terrible. Alors ok, aujourd'hui il tiendra mieux les œuvres parce qu'il sera 30 dessus, mais enfin il vole tellement vite qu'au final il sera 0, donc 0 x 3 ou 0, ça revient au même. C'est un peu pareil que Khorne. Il y a toujours des unités qui sont très fortes, hein. Kéros reste très fort, il y a quand même des choses qui sont vraiment bien dedans. Mais effectivement, je pense que Franck a raison avec le Battle Tom s'essouffle quand même globalement, parce que le plus un dégât sur les pinks, je pense que c'est la goutte d'eau finale. Elles ont pris nerf sur nerf, et celui-là c'est le dernier, mais c'est le fatal. Passons à une super nouvelle, les Idonites of Slaanesh. Quand le Battle Tom est sorti, une nouvelle gamme de figurines monstrueusement belle, et une incompréhension totale pendant maintenant 1 an de figurines qui coûtaient 30% trop cher. Et là, on voit énormément de diminution de coûts en points. Est-ce que ça va suffire à voir? Mais en tout cas, déjà, une très bonne direction de la part de Game Workshop pour tenter de sauver cette armée qui était magnifique. Bah, alors, clairement, l'armée est ouf, il n'y a rien à dire là-dessus. Les baisses en points vont forcément toutes dans le bon sens. Alors, on va pas se le cacher. Effectivement, l'armée est beaucoup trop chère. Il y a quand même eu un White Dwarf qui est pas mauvais. Parce que l'armée a une facilité quand même à générer un certain nombre de points de dépravation. Et c'est pas le nouveau méta, même si ce qu'on a dit sur la Dîme 200 est vrai, s'il y a moins d'unités, ça va être un tout petit peu plus dur de générer des points de dépravation, mais ils vont quand même le faire de manière relativement fiable pour aller chercher une protection à 5, ou des ralliements à 5+, ou des plus 2 en mouvement, donc ça c'est les règles du nouveau White Dwarf, combiné à la baisse au coût en points, et eux aussi vont beaucoup aimer le chasseur pour avoir plus 1 dégât sur certaines de leurs unités de choc, qui n'étaient pas des unités de choc parce qu'elles manquaient de dégâts, mais qui étaient ultra mobiles, c'est un peu ce qu'on a dit sur les Morsards. Donc effectivement, je pense que c'est un up pour Slaanesh. Alors, de là à sauver le Battletop en compétitif, encore une fois, première lecture, mais je ne pense pas. Par contre, dans des cercles, on va dire, un peu moins optimisés, je pense que le Battletop devient plus jouable que ce qu'il était avant, et même parfaitement au niveau d'une grosse majorité, on va dire, du ventre mou du méta actuel, donc ça va quand même dans le bon sens. Yes. Ensuite, on passe à Nurgle. Aucun changement de coût en points. Normal, le Battletop est relativement récent, il fait partie de la même génération que ceux qu'on a vus précédemment. Est-ce que tu penses que finalement c'est un buff? Oui. Après, tu parlais de la profondeur du Battletop Starghast, c'est un peu la même chose avec Nurgle. Oui. Sauf que là, on va quitter les mousses, on va mettre des plagues, on va mettre ce genre de choses. Je suis même pas sûr que tu vas quitter les mouches, parce qu'en fait, les mouches en chasseur, elles vont faire ultra mal. Et les Plague Bearers en défenseur, quand ils vont commencer à compter pour 3, ils vont vraiment très bien tenir les objectifs. On rappelle qu'ils ont 2 points de vie, ils ont une ward à 5, il y a un sort qui leur permet d'avoir un 3e point de vie. Donc mine de rien, le pack de 10, c'est quand même 30 PEV avec ward à 5, c'est quand même pas simple à aller chercher. Ça va du coup être aussi 30 figurines sur l'objectif. Je pense que c'est un énorme buff pour Nurgle, qui était aussi un excellent Battletop, qu'on n'avait pas forcément besoin. On a vu l'armée qu'Andrea, par exemple, jouait au World. Tu avais des unités de porte-peste derrière pour tenir les objets, elles les tiennent mieux, et des unités de mouches pour taper fort et engluer l'adversaire. Elles engluent toujours aussi bien et elles tapent encore plus fort quand elles vont aller chercher l'infanterie ou ce genre de choses. Et s'il y a moins de monstres et plus d'infanterie, je pense que le Blight King sur mouche va devenir un des War Scroll roi. Il l'était déjà, mais je pense qu'empereur du coup maintenant. Je pense que c'est un énorme buff pour Nurgle. Voilà. Et même le Blight King qui était difficile à aller chercher, parce qu'il était à cheval entre trop d'unités qui lui étaient supérieures. Là, pourquoi pas le retester avec le dégât supplémentaire, voir si ça peut faire quelque chose, mais je pense que le Blight King sur mouche et le Plague Bearer, qui étaient 2 très bonnes unités, sont juste encore meilleurs, quoi. Donc c'est un gros buff pour Nurgle. Ensuite, on va du côté du chaos universel avec les Slave to Darkness, les esclaves des ténèbres. On voit par exemple que le coût en points d'Archaon avait déjà adopté, il était passé de 830 à 860, que 2 augmentations de coût en points sur le Chaos War Shrine et le Chaos Sorcerer Lord. Et sinon, pour le reste, c'est quelques petites baisses. Ouais, c'est des petites baisses. Alors, mine de rien, t'as quand même... C'est un Battletop qui est en perte de vitesse. On sait qu'il y en a un nouveau qui sort en winter de cette année, donc on sait pas, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on leak, mais... Enfin là, quand tu vois des maraudeurs qui gagnent plus un dégât, qui sont des unités avec le plus fort de projection et ainsi de suite, ça fait pas rire. Hein. En fait, tu as des bonnes unités d'infanterie, je pense notamment aux Iron Golem, qui sont des très bonnes unités pour tenir la table. Le maraudeur qui, mine de rien, avec un dégât en plus, ou une facilité quand même de mettre des unités de 30 et donc de compter pour beaucoup sur les objectifs. Les buffs sont allés à chercher là-dedans, en fait. Ils sont allés à chercher dans les unités, on va dire, claniques de Warcry, dans le maraudeur. Le guerrier du chaos en bénéficie quand même peu parce qu'il reste quand même trop cher. Après, les chevaliers sont montés, les chars, ce genre de choses, c'est un peu compliqué pour eux. Les monstres qui pouvaient un peu les sauver perdent quand même, mine de rien, en puissance, parce que quand on dit le monstre perd en puissance, certes, il donne plus de points à l'adversaire quand il meurt, mais il te rapporte aussi moins de points sur les tactiques que eux pouvaient faire, où tu gagnais des points supplémentaires. T'as plus le spell générique qui permet de taper à peu potentiel, même si il existe un sort similaire dans le domaine Slave to Darkness, mais ça oblige à pas aller chercher un autre sort, etc. Bon, à voir encore une fois, Untamed Beast, Iron Golem, Marauder, bénéficient bien des nouvelles règles. Est-ce que ça permet de sauver l'armée ? Je pense honnêtement, enfin, pour avoir de l'infanterie qui tank ou de l'infanterie qui se projette, en restant dans le chaos, t'as mieux à côté, quoi. Voilà. Donc
Ça aussi, c'est un Battle Tome qui s'essouffle un peu, mais on sait que voilà, il y en a un nouveau qui va arriver dans pas trop longtemps. On passe ensuite du côté de la mort avec les Flesh Eater courtes. Je m'attendais à plus de changements de coups en point. Maintenant, ils ont quand même une bonne ligne qui est la goule. Ils peuvent taper plusieurs fois. Ils ont eu un petit White Dwarf, alors c'est un petit White Dwarf, c'est comme Korn, ils ont eu des petits White Dwarf. T'as Beast of KO, t'as Slanesh, puis t'as Korn et Flesh Eater. En fait, C'est un post-it. C'est un petit post-it, ouais, il n'y a pas grand chose. Il y a des tactiques, mais elles sont pas terribles. Et elles sont dures à faire. Il y a une reformulation du Charnel Throne, donc qui est leur décor de faction, qui lui est un gros buff de ce qu'il est. En fait, le problème principal des Flesh Eaters, c'est que toute l'armée était quand même basée sur le fait de pouvoir taper 2 fois. Aujourd'hui, tu peux plus le faire que sur une seule unité, c'est quand même triste. Et à chaque fois que tu te fais roar, tu peux plus le faire. Et avant, tu pouvais essayer de sauver, on va dire, certaines unités en te mettant un Hunter of the Heartland pour dire au moins je me fais pas roar. Déjà, ça marchait pas sur le Terror Geth, c'est quand même lui que tu as envie de faire taper 2 fois, mais tu pouvais te dire je vais sauver les ghouls. Donc, comme tu n'as même plus Hunter of the Heartland. Oui, mais tu auras moins de roar. Ouais, je pense que tu auras peut-être un peu moins de roar, mais aujourd'hui, regarde, les armes, genre la Shadow Queen sera toujours là, les dragons Stormcast sont potentiellement encore là, les Maggot Lord ou les Grit Unclean One de Nurgle seront encore là. Tu auras quand même toujours un certain nombre de monstres qui seront présents. Bon, Sons of Behemoth, lui, il a pris le tarif ultime, on y arrivera après, mais je pense que pour le Flesh Eater, c'est compliqué, mais c'est encore une fois, c'est un vieux Battle Tome qui n'a pas été forcément sauvé par son White Dwarf et qui n'est pas non plus sauvé par cette nouvelle saison-là. Yes, on enchaîne ensuite avec les Nighthaunt, même génération, donc pas de changement de coup en point, mais que des buffs passifs. Enfin, la doléance qu'on avait sur Starmie, c'est qu'elle n'avait pas de monstres, et c'est parce qu'elle avait que de l'infanterie. Ouais. Non, mais c'est un buff qui est monstrueux pour le Nighthaunt. Il est sorti en même temps que le Doctor of Kane, il était un peu au-dessus, il va le rester. Dans tous les cas, le buff est monstrueux. Il y a quand même des unités qui tapent extrêmement fort, notamment les Deathsight Aridan et les Blade Ghost Revenant, qui chacun ont la sous-allégeance qui va bien pour les jouer, pour les rendre vraiment super forts. Les faire passer en ligne, donc les rendre éligibles à devenir vétérans de galets, et leur donner plus un dégât, c'est absolument insane. Ou alors des unités qui sont aussi éligibles aux vétérans de galets, qui vont commencer à compter pour 3. Même le cordon de Chanras, qui va devenir extrêmement pénible à aller chercher. Ils bénéficient d'aucune des règles d'avant de monstres parce qu'ils n'en avaient pas. Bah maintenant, ils n'en ont plus rien à carrer. Et par contre, toute leur infanterie en bénéficie énormément. Ils n'ont pas tous range 2 comme les Grimghast. Donc, mine de rien, pareil, le fait de taper avec des socs de 32 à un pouce et demi de l'autre, sur les Bloodghast et les Mimondes, c'est insane. Ouais, je pense que c'était une des meilleures armées actuelles et elle est encore plus forte. Donc, c'est un énorme buff pour les joueurs Nighthaunt. Ils l'ont attendu longtemps, celui-là, mais là, ça y est, c'est leur pic, c'est leur climax. Je pense qu'ils sont... J'espère que l'armée va pas devenir frustrante. Après avoir été frustrante en étant trop faible, j'espère qu'elle va pas devenir frustrante en étant trop forte. Même si quelque part, ça fait du bien de les revoir revenir sur les tables. Là, les buffs sont quand même vraiment très, très conséquents. Yes, on passe ensuite à une super nouvelle, les Osiarques. Alors pour le coup, eux, quand c'était sorti, que des modélistes qui adoraient jouer Petriflex, bien évidemment, on ne juge personne. Ensuite, justement, la V3 est arrivée. Ils ont un petit peu fait la tête, même si l'armée a toujours été bonne, c'est-à-dire que leur coup en point, tout était quand même bon, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas le plaisir et la saveur de cette V3 en allant chercher des monstres et ainsi de suite. Et là, donc on est sur une désordre. Oui, ou désordre, tout simplement. Ils passent quand même beaucoup à côté de ça, les pauvres. Là, en tout cas, ils ont une diminution des coups en point de quasiment l'intégralité des War Scrolls, sauf peut-être des grosses lignes. Mais le fait est quand même que donc, c'est une baisse de coups en point, et qu'en plus de ça, ça tank très bien, et ça peut taper assez fort. Ouais. Donc ça peut tanker encore mieux, et taper encore plus fort. Ouais, et je pense que le Mortec Guard va beaucoup aimer le fait de compter pour 3. Pour le coup, ça sert C'est à... des tout petits socs, ces c'est des socs de 25, je pense que c'est un très très gros buff pour l'armée. Alors évidemment, ils auront la contrepartie de se prendre un dégât sur 3 unités de l'armée adverse, qui leur fera quand même un peu mal. Mais les grosses phalanges de Mortec, quand elles seront posées sur les objets, il y a Katakros qui est quand même une très bonne pièce, qui a aussi bénéficié d'une réduction en coup en point, qui est extrêmement méta parce qu'il joue beaucoup, je sais que t'aimes pas ça, mais il joue beaucoup sur les points de commandement de l'adversaire, etc. Non, franchement, déjà c'était une bonne armée. Et je pense qu'aujourd'hui, elle revient encore mieux, parce qu'elle bénéficie quand même beaucoup du fait de compter pour 3. Et je pense notamment à des listes basées sur Crématorian. Alors c'est une sous-allégeance obscure que tout le monde a oubliée, mais qui nécessite de jouer quand même beaucoup de phalanges d'infanterie, qui du coup maintenant contrôle en plus très bien la table. T'as quand même des unités qui sont des bons marteaux, qui tapent fort, je pense notamment au Morghast ou ce genre de choses. Et avoir un dégât supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils vont passer Rennes-3, dégâts 4 dans la bonne sous-allégeance. Ils chargent à 3d6, ils sont éligibles à 18, donc ils peuvent très bien se projeter, aller chercher les unités de l'adversaire. Je pense que c'est un buff global pour les Osiarques, et c'est quand même bienvenu, parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu sortis du méta, on en voyait quand même peu, encore une fois, les Wards, il y en avait très peu. Ils vont revenir, je pense, un petit peu, toujours dans un gameplay assez défensif, mais avec des outils offensifs supplémentaires, c'est assez sympa. Yes, on passe ensuite au Soul Blight, donc dernier Battle Tome de la V2 à être sorti. Battle Tome très riche où quasiment tout était bon. Or là, on voit quand même quelques petites adaptations de coups en point, mais c'est vraiment très léger. Qu'est-ce que tu penses de cette armée ?
bah, tu avais quand même un certain nombre de listes basées sur de l'infanterie, notamment, encore une fois, le Grave Guard et le zombie, bah, qui sont dans tous les cas meilleurs, parce que le zombie va compter pour encore plus. Et le Grave Guard va potentiellement, s'il est en chasseur de primes, taper encore plus fort. Alors attention simplement juste sur le zombie, parce que mine de rien, ça tank vraiment pas. Et si tout le monde est dégâts 2, ça va. Après, il y a le Dire Wolf, hein, justement, on y pense. Et le Dire Wolf, mine de rien, lui, il tank quand même mieux que le zombie. Et s'il commence à compter pour 3 sur les objectifs, il y a quand même des listes qui ont une facilité à envoyer 20 ou 30 Dire Wolf très facilement chez l'adversaire. Si ces Dire Wolf-là commencent à compter pour 3 sur les objets et tout, ça peut quand même faire des blagues. Donc c'est une très très bonne armée qui va rester aussi bonne parce qu'elle a pratiquement subi aucun nerf. Il faudra juste voir si le fait d'avoir systématiquement, je pense, hein, encore une fois, c'est une première lecture, mais 3 unités en chasseur de primes, va pas faire trop mal aux zombies, qui pour le coup seront forcément vétérans de galets et vont quand même voler très très vite, parce que comme ils tankent 0, tu vois par exemple, encore une fois je parle que de ça, mais des witch qui faisaient déjà très mal au pack de zombies, maintenant elles le clean 100%. Ouais. Quoi. Voilà, ils ont beau être 60, ils ont beau compter pour 180 sur l'obj. S'ils sont tous disparus, encore une fois, 0 x 3, ça fait toujours 0. Donc à voir si ça leur fait pas mal, mais encore une fois, il y a le Grave Guard. Le squelette est toujours pas dingue. Et par contre, le Dire Wolf était une très bonne unité qui s'en sortait bien. Donc, eux, pour le coup, ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de bonus. Et le petit manque de létalité que pouvaient avoir les Blood Knights ou ce genre d'unité, encore une fois, en chasseur de primes, ça va vraiment être compensé. Parce que plus en dégâts sur des Blood Knights, ça rigole quand même vraiment 0. Donc, je pense que c'est une armée qui up un petit peu. Et comme elle était déjà relativement forte, dans tous les cas, vous pouvez continuer à jouer à Soul Blight et à vous faire plaisir avec. On passe ensuite à la destruction et on commence, tout seigneur, tout honneur, par les Gloomspite Kits. Difficile à première lecture, en discutant un peu avec Len, lui il avait l'air content. Moi j'ai un peu du mal à voir en fait à quel point l'armée va plus bénéficier du potentiel plus 1 dégât ou du fait de compter pour 3 par rapport à leur problème qui est quand même un manque de tanking et au fait que ils ont quand même beaucoup de lignes, ne serait-ce que par exemple les trolls qui vont être des vétérans de galets et qui vont quand même vraiment ramasser quand l'adversaire va taper dessus quoi. Encore une fois c'est un peu ce qu'on disait sur les zombies, ça va être bien beau d'avoir des packs de 60 shooters qui coûtent en plus beaucoup plus cher que les zombies et se déplacent beaucoup moins bien. Qui tankent un peu mieux, mais c'est pas non plus la folie. Un dégât supplémentaire, ça va quand même leur faire très mal. Donc certes, le troll, il y a des armées trolls qui ont fait des perfs en tournoi, donc tu te dis ok, ce qui leur manquait, c'était un peu de la prise d'objectif, parce que mine de rien, ils tapent quand même vraiment très très fort. Là, ils vont compter chacun pour 3, parce que le troll est éligible, ça peut être une ligne, et il a 4 points de vie ou moins, et il a pas de monture, donc il est vétéran de galet. Ouais, mais est-ce que le dégât supplémentaire que le fait d'être vétéran de galet va forcément lui induire sur 3 unités de l'armée de l'adversaire, encore une fois, si ce bataillon est joué. Si ça se trouve, ce bataillon ne sera pas joué, tout le monde restera un one drop, et alléluia, et là, c'est des grands gagnants. Mais si le bataillon chasseur de primes est quand même beaucoup joué, je pense qu'il est quand même tellement fort que ça devrait quand même être le cas, à moins d'être vraiment, vraiment fan du one drop, qui est le seul concurrent, on va dire, réel dans la construction de liste. J'arrive pas à voir aujourd'hui si c'est un gros buff ou un gros nerf. Je pense que c'est plus mitigé. Voilà, c'est-à-dire que en fonction de tes builds, tu vas peut-être mieux tanker sur la table, ou tu vas avoir des unités qui vont taper plus fort, parce que pour le coup, tu as quand même un certain nombre d'unités qui, elles également, chasseurs de primes, vont être quand même bien contents de rentrer. Je pense au Boeing Grot ou ce genre de choses, avec le dégât supplémentaire, ils vont vraiment cogner très très fort, pour le coup. Et eux, c'est pas des lignes, donc ce sera pas des vétérans de galets. Donc cette unité, par contre, gagne très bien. Les unités de Squig Herd, qui étaient prises par 10, vont aussi bénéficier du demi-pouce pour pouvoir taper, parce qu'encore une fois, c'était des gros socles, ils avaient une range de 1. Donc tu as des petits bonus à droite à gauche, et tu as des petits malus à droite à gauche aussi. Bon, on va laisser les joueurs Gloomspite parler par eux-mêmes, et puis l'expérience sur la table, mais en tout cas, voilà, le joueur Gloomspite que je connais, c'est Len, il avait l'air content. À voir. Yes, on passe ensuite aux Ogre Mod Tribes, donc aux gloutons. Pas mal de baisses en points qui sont assez intéressantes. Les gloutons perdent 10 points, on est à 250 points les 6. Donc moi je vois surtout 500 points le pack de 12. Indélogeable, jamais de fight last. C'était un petit peu le risque aussi, logiquement. Pour le coup, je pense que ça c'est un turbo up parce que. Alors sur les armées gloutons, parce que sur les armées Beastler Rider, il y a à peu près rien qu'à changer, si ce n'est qu'elles sont moins fortes qu'avant, parce que c'était des monstres. Mine de rien, le glouton, il va forcément passer vétéran de galet parce qu'il a 4 PV. Donc le dégât supplémentaire, il va pas aimer. Maintenant, tu peux quand même jouer des gros packs qui ont quand même beaucoup de points de vie. Sa force, c'est la saturation sans PA à dégâts 2. Voilà. Donc globalement, c'est un anti-candidat à l'anti-masse. Ouais, je trouve que globalement, c'est un up. En plus, ils avaient des socks de 40, mais ils avaient un push de range, donc ils avaient quand même du mal à taper. Donc t'avais pas envie de jouer des trop gros packs. Parce que même s'ils comptaient pour 2, déjà maintenant ils comptent pour 3, donc c'est quand même encore meilleur. Mais tu te disais, c'est cher, et la moitié de mon unité va pas taper, c'est quand même un peu pénible. Parce que quand ça tape, on rappelle, ça peut avoir des bonus à la touche, ça peut avoir des attaques explosives, etc. Ça peut vraiment te savater. Maintenant ils peuvent passer dégâts 2. Et mine de rien, ils peuvent maintenant taper sur 2 rangs.
Donc je pense que l'unité de glouton ou les autres unités type ventre dur, ce genre de choses, c'est quand même un turbo up. Voilà, à voir si ça va suffire à sauver l'armée qui était quand même globalement pas folle. C'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, ça a l'avantage de faire pour toutes les araignées qui étaient bottom tier, au moins, ils vont pouvoir jouer avec les autres battle tomes. Il y a toujours le god tier, mais c'est vrai que grâce à ce livre, ils arrivent à quand même tout recentrer et faire en sorte que, même si on va dire qu'il faudrait faire un classement, les choix seraient quand même aisés, le delta entre justement tous ces battle tomes est affiné par ça. Effectivement, tu vois, ce que tu disais sur l'ogre, le glouton, c'est clairement vrai. Enfin, l'unité a que des buffs, mais ils n'atteindront pas le god tier, parce que par exemple, si on prend au hasard le god tier serre à fond, en fait, tu vas passer des gains à des gains 2, le mec il est en cristallisé, tu vas rester des gains. En fait, tous tes bonus sont anéantis par une règle d'allégeance qui se retrouve à être encore plus méta qu'elle l'était déjà, mais contre le reste, et le débat est le même pour Stormcast ou Nurgle, mais contre le reste, ça va mieux s'en sortir qu'avant, donc en tout cas, des armées de la destruction, c'est pas celle qui prend le plus cher. Yes, on enchaîne ensuite avec les Uruk-War Clans. Pas de changement de coup en points, si ce n'est le Gongatrip Uruk qui est passé de 150 à 170 points. Lui, il prend 20 points, mais derrière, quand même pas mal de buffs aussi. Ouais, parce que je pense que les Gorgunta vont adorer en chasseur de primes leurs dégâts supplémentaires sur toutes les unités vétérans de galets de l'armée en face. Ils vont être très contents. On rappelle que la brute, qui est une unité qui est un peu boudée et qui n'est pas jouée, a quand même une règle qui dit que quand tu as un PV, tu comptes pas sur l'option. Donc ça peut devenir extrêmement méta. Quand t'as un PV que tu comptes pour 3, mais que t'as pas de PV. Ouais, c'est ça. Donc ça peut devenir très très méta. La brute, le cochon va être plus fort. Lui n'est pas vétéran de galet, donc il va pas s'en prendre plus plein la tronche par les adversaires. Donc honnêtement, je vois pas en quoi ce serait un nerf. Et je pense par contre que c'est un gros buff du Cruel Boys. Parce que les Tripper Cruel Boys, qui était la ligne de base, qui était quand même une bonne unité, a globalement quand même un certain nombre de buffs. Par contre, ils ont 2 PEV. Donc que tout le monde passe à dégâts 2 en face quand ils vont leur taper dessus, enfin au moins dégâts 2, ça va pas leur faire plaisir. Voilà. Donc ça va dépendre aussi de si ce bataillon est beaucoup joué ou pas. Après en Cruel Boy, tu as quand même la possibilité, si par exemple en face tu as des petites unités, on va dire de chasseurs qui sont faites pour taper tes lignes, de les sniper. On rappelle qu'il y a quand même les super arbalètes qui tapent quand même très bien avec une relative facilité. Voilà, à voir s'ils vont aimer ou pas. Mais je pense que l'Aeronjo a un bon buff, c'est assez indéniable. Le Cruel Boy, à voir avec l'expérience, c'est un peu comme le Gobelin, c'est difficile de voir si les bonus vont contrebalancer les malus. Et quand tu as 2 PV et que tu es un vétéran de galet, tous les plus 1 dégâts en face, ils te font quand même pas plaisir, quoi. Il nous reste à voir les subs, les Sons of Behemoth. Une diminution de coût en points, c'est quand on décide de prendre un pack de 3 Man Crusher, puisqu'on passe de 490 à 475. Et ça paraît tout bête, mais ça te débloque quand même la possibilité de faire 2 packs de petits, 2 packs de gros en changeant les gros, et puisqu'avant on pouvait pas prendre de Gatebreaker. Voilà, c'est leur buff. C'est tout, c'est le seul. C'était les rois du début de V1, quand on ne savait pas comment les gérer, quand le contrôle de table était assuré par le fait de compter pour 20 ou pour 30. Aujourd'hui, ce contrôle de table, ils l'ont perdu. La létalité des armées fait que pratiquement n'importe quelle armée peut les déglinguer à tour de bras. Malheureusement, ils rentrent pas dans ces bataillons-là, donc on peut même pas imaginer un Gatebreaker qui irait plus d'un dégât sur ses pieds. Ouais, je pense que c'est compliqué. Ils ont plus assez de tanking pour tenir. Ils vont se faire dépasser en nombre par quasiment n'importe quelle unité maintenant. 20 guerriers des clans vont arriver sur l'obje, ça va compter pour 60. Ils vont même pas engager de géant en fait. C'est-à-dire qu'avant, le géant pouvait s'en sortir en n'engageant même pas les unités qu'il déboîtait, mais en posant un pied sur l'obje en disant c'est à moi. Maintenant, c'est les autres qui vont lui faire. Si sa dernière force, ça vient de disparaître. Je pense que c'est très compliqué pour le géant aujourd'hui. Le seul truc qui peut les sauver, c'est la tribu qui a jamais été jouée. C'est la tribu Warstomper. Parce qu'on rappelle que le bonus des Warstompers, c'est d'avoir plus 1 dégât quand l'adversaire est 10 et plus 2 dégâts quand l'adversaire est 20. Et comme on va, je pense, voir revenir un certain nombre de 10 et de 20, et que, comme tu as dit, en plus, les petits ont baissé, peut-être que 2 fois 3 petits, c'est une bonne optique pour vraiment gérer l'ordre, parce que tu te retrouves avec des unités qui ont 10 attaques, donc 30 si tu les joues en mob, 30 attaques, dégâts 3. Les petits sont pas Behemoth, donc les petits peuvent rentrer en chasseur de primes, donc les petits peuvent avoir 10 attaques, dégâts 4 chacun. Voilà, peut-être ce build-là peut permettre à Sons of Behemoth de survivre. Après, les builds classiques 4 gros, je pense que ça devient très dur. On a fait le tour, les amis, de ce qui fait le manuel général 2022-2023 saison 1, que ça soit justement par les règles, les scénarios et ainsi de suite, et aussi par les changements de coup en point. C'est rigolo parce que tu avais repris une expérience qui était que tu vivais ta meilleure vie de hobbyiste en ce moment avec la V3, parce que Game Workshop avait enfin lancé la locomotive de sortir des BT et ainsi de suite, et on était dans un méta un petit peu mouvant avec justement des nouvelles choses à apprendre, que ça soit les terrés, que ça soit les infanteries, enfin ce genre de choses. Et donc finalement, est-ce que ce manuel général arrive pas trop tôt, ou en tout cas à un moment où on s'y attendait pas? Alors c'est très positif parce qu'il va falloir tout retester et c'est vraiment cool, mais c'est un nouveau jeu dans un jeu qui était déjà bon et qui en tout cas est en plein essor. Bah oui, ce que tu dis, c'est vrai, on a 2 autres Battletomes qui sortent en même temps que ce manuel général, qui sont Skaven et Sylvaneth, qui sont encore une fois de très bons Battletomes. Encore une fois, c'est un peu tôt. Mais ce qu'on voit, c'est que ça a l'air quand même de polariser un peu
vers des hordes d'infanterie, ce qui n'est pas un méta que j'adore. À voir si le bataillon chasseur de primes va réussir par la règle qui est quand même extrêmement forte, que plus un dégât c'est monstrueux. Sur 3 unités maximum de votre armée, encore une fois on le rappelle, et pas les behemoths, pas les leaders, pas ce genre de choses, mais c'est quand même très très fort. À voir est-ce que ça va contrebalancer en fait la règle vétéran de galet, ou est-ce que tout simplement ça va pas devenir une course à j'ai plus de figurines, elle compte pour 3 PV, elle tape sur quasiment un round plus, je vais contrôler une fois sur deux un objectif où il n'y a que mes vétérans de galet, mes tactiques je vais les faire avec mes vétérans de galet, je vais sur certains scénarios les rallier à 4+, parce qu'ils sont vétérans de galet, blablabla. Voilà, j'espère pas. Ça peut être une crainte quand on voit ça. Moi j'aimais beaucoup la méta qu'on avait aujourd'hui. Donc forcément le changement parfois fait un peu peur quand tu as un truc que tu aimes bien, tu te dis on va voir. Bon déjà c'est pas du tir, c'est toujours ça de prix. Maintenant c'est vrai que la méga horde se poser sur les objets et attendre que ça passe, c'est pas forcément hyper intéressant non plus. Voilà, après c'est des questions de choix personnels. Encore une fois, ça vient de sortir. On n'a que des projections potentielles, même sur les analyses des armées qu'on a faites. Ça se trouve, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, ou une super unité qui rentre très bien dans un ou de l'autre des bataillons. Je pense par contre, et ça c'est quelque chose que moi j'aime bien, que ça va un peu enlever le one drop, qui n'était pas un bataillon, parce que encore une fois, tu jettes une pièce et puis en fonction du côté où ça tombe, t'as gagné ou pas. Les deux bataillons m'ont quand même l'air très forts. Après peut-être que le one drop deviendra un vrai choix en se disant je vais pas taper plus fort, je vais pas contrôler mieux, mais je vais pouvoir avoir le choix de dicter le tempo de la partie dans une certaine mesure, ou de bloquer l'autre. Pourquoi pas, ça deviendra assez intéressant. C'est marrant, c'est même pas finalement sur ces changements de règles que ça me fait plaisir, c'est plutôt que les scénarios sont vraiment frais. Les scénarios sont bien partis. Ils sont vraiment cool, et juste pour ça, ça donne envie de jouer. Déjà, comme tu l'as dit, il y a toute la partie, on va dire, list building, qui est de se dire, regardez son battle tom, regardez vraiment toutes ces petites lignes et ainsi de suite. Et derrière, vraiment, même sans faire ça, juste reprendre les listes qu'on avait avant, tester ces putains de scénars, c'est du caviar, ces scénars. Ça c'est cool, et effectivement, aujourd'hui, avec quand même un an d'existence du battle tom d'avant, ton adversaire arrivait, tu pouvais lui dire alors attends, toi, donc ta grande stratégie c'est ça, et tes tactiques ça va être tour 1, tu vas faire ça, tour 2, et tu te trompais quasiment jamais. Parce que ça devenait très linéaire, on a mis tous 2-3 mois à les comprendre, et puis au bout d'un moment c'était mécanique, on jouait toujours les mêmes. Voilà, là il va falloir redécouvrir ces grandes stratégies, réouvrir ces battle tom quand on a la chance d'en avoir un 23 pour dire j'ai quoi comme tactique, comme stratégie, parce que celles-là elles sont quand même pas toutes faciles à aller chercher. Voilà, ça aussi, plus les scénarios, c'est vrai que ça apporte un vent de fraîcheur, il y a des scénars qui sont vraiment très très sympas. Voilà, j'espère juste que ça ne tournera pas sur full horde, mais ça se trouve, tu vas jouer plein de vétérans de galet, l'adversaire il va te dire écoute, j'ai 3 grosses unités de mon armée en chasseur de primes, et voilà, tes hordes de 60 guerriers des clans ou 60 zombies, elles vont dégager très très vite, parce qu'il faut quand même prendre ça en compte aussi. À voir comment ça va tourner, ça va être intéressant aussi. Yes, en tout cas un grand merci à toi justement d'être venu pour découvrir ensemble la saison 1 2022-2023 de Warhammer Age of Sigmar. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la commenter, à la partager. Un gros pouce bleu d'amour les gars, parce que ça a été très long de faire le delta des coups en point et il est très tard. Donc voilà, si vous voulez continuer de supporter Fred Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.